Salut l'équipe, le premier tour des playoffs n'est même pas terminé que je peux d'ores et déjà vous dire qui est le grand gagnant de la saison. C'est le basket évidemment. La défaite des Nets a une nouvelle fois prouvé que si l'on ne respecte pas les principes fondamentaux du plus beau des sports, on ne mérite rien de rien. Les Nets n'ont pas perdu, les Nets ne se sont même pas fait sweeper, les Nets ont mangé un balai côté manche avec introduction jusqu'au milieu du dos. Ça doit faire très très mal, mais c'est tellement bien fait. Magic, Jabbar, Bird ou Jordan ont toujours dit que le talent seul, sans vrai collectif, ne valait rien. Pourtant, certains pensent encore qu'aujourd'hui, on peut gagner un titre avec 15 matchs de vécu collectif, sans être coaché et en défendant cacahuètes. Non mais sans déconner. Même dans les films de Manu Ferrara, c'est pas aussi simple de conclure. Il y a 3 ans, la franchise des Nets était considérée comme la mieux gérée de toute la ligue. Depuis, ils ont lâché le lead à 2 mégalomanes sans âme. Encore une fois, bien fait pour eux. Moi, le premier, je me suis fait avoir et j'ai cru que le seul talent de ces 2 super joueurs et d'un moniteur de colo sur la touche suffirait. La fame, le strass, les paillettes, je me suis encore fait avoir comme un samedi soir à Paris. Les Nets ne sont que des influenceurs du basket. Heureusement, la réalité sportive, elle, ne ment jamais. Elle ne triche pas non plus, elle parle français, comme on dit. Au final, je vois que KD n'a toujours pas gagné sans les Warriors, que Kyrie n'a toujours pas gagné sans LeBron. Je vous l'ai dit et je vous le redis, au final, c'est toujours le basket qui gagne. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des choses. Si les Nets sont désormais en vacances, ce n'est pas du tout le cas de la first team car il y a v'là le taf. On a énormément de choses à vous raconter cette semaine. C'est pour ça que je me suis encore une fois entouré des meilleurs avec Thomas et Arthur. Comment ça va les garçons ? Ça va, impeccable. Hein. Ça va, la pêche. Arthur, t'es en plein playoff en ce moment entre la NBA, Malakoff, tout roule. Hein. Ouais, je suis sur tous les tableaux. Tous les tableaux, on espère qu'on te souhaitera meilleure fortune en tout cas que nos amis des Nets. Vous avez compris, les Nets, c'est encore une fois le débat de l'émission, mais ce qui est bien, c'est que ça sera la dernière fois de l'année, en tout cas pour qu'on parle de cette équipe toute moisie qui s'est faite gifler. Avant qu'on rentre un petit peu dans le sommaire de l'émission, comme d'habitude, quelques petites annonces. Dimanche, je ne sais pas ce que vous avez prévu, messieurs, je ne sais pas ce que vous avez prévu, vous aussi, mais si vous voulez aller soutenir le Paris Basketball, on est bientôt sur la fin de saison. Paris Basketball a validé son maintien en plus en Pro A. Allez voir l'Africa Game, donc à Carpentier, il y aura un match des influenceurs en plus à 12h30 et derrière en plus vous pourrez voir donc le match entre Paris Basketball et Orléans à 15h15. C'est toujours bien le dimanche d'aller dans cette salle de Carpentier où il y a toujours une très belle animation. N'hésitez pas donc à aller soutenir le Paris Basketball ou Orléans aussi avec Germain Castano qu'on embrasse aussi. Hein, nous on aime tout le monde dans le basket français. Absolument. On aime bien commencer avec des cadeaux aussi. Ouais. Et on a un petit cadeau pour Tutur. Oui, on a un petit cadeau. Est-ce que tu vois ce que dispose Erwan juste devant ? Eh bien, écoute, tu sais que nous aussi, on est dans tout ce qu'il faut, hein, dans les bonnes choses, dans ce qu'on aime, c'est-à-dire eh bien, des bouteilles, des gourdes, évidemment éco-responsables, parce que ça nous tient à cœur. Je sais que toi aussi, ça te tient à cœur. Effectivement. Ça fait partie des choses dans ton entreprise. J'essaie d'ouvrir en même temps, c'est difficile. C'est gentil. Je sais que tu essaies d'avoir de l'impact aussi sur ton environnement local. Eh bien, Arthur, toi aussi, tu as ta petite... merci beaucoup, éco-bouteille, mon ami. Merci, voilà. c'est top, ça fait bon, plaisir. Ça pour aller à la salle, ça. Ouais, parfait. Pour les pratiques, c'est tout. Ouais, parfait, je la prendrai. En plus, personne ne peut boire dedans. Pour le coup, il y a marqué ton nom. Effectivement. On connaît les blairs des numéros, j'ai mal vu. Le 6, le 9 qui va dans ta bouteille, tu vois. C'est vrai qu'en plus, Arthur, il est le seul en France à porter ce nom. Oui, bah Malakoff, en tout cas, si. Ah, c'est vrai. Et chez First Team aussi. C'est vrai. Donc voilà, donc aucune excuse, tu ne bois pas. Contrairement à Thomas et Tom, qui sommes... Voilà, il y a 3 tomes, on va dire. Entre tout à fait. Kata. J'ai une annonce, ça ne vous concerne pas parce que vous êtes maintenant des jeunes adultes référencés. Par contre, si tu es jeune et que tu es entre 12, 13, 15 ans, pourquoi pas, n'hésite pas à aller mercredi prochain à l'Adéquat Challenge avec Tony Parker. C'est le 4 mai à Toulouse. Il y a eu d'abord une étape à Nantes. Il y a eu Saint-Ouen ce mercredi-là aussi. Et donc, c'est des tests un petit peu basket, mais pas que. C'est des tests aussi de personnalité, des tests avec des futurs employeurs pour rentrer dans l'académie Tony Parker. Alors, l'Académie Tony Parker, ce n'est pas le centre de formation de l'Asvel. Hein. Donc, si tu
n'est pas un joueur qui joue en minime France, en KD France, et que pour l'instant, tu n'as pas ce niveau-là, n'hésite pas quand même à aller faire ces tests parce que ce n'est pas qu'autour du basket, il y a plein de choses à faire et ça pourrait te donner l'opportunité, la chance de rentrer dans l'académie Tony Parker qui ne veut pas faire des basketteurs, mais plutôt faire des futurs adultes pour trouver du boulot, pour trouver tout ça. Donc c'est très intéressant. N'hésite pas à tenter ta chance à Toulouse le 4 mai prochain. Va te renseigner sur Internet pour l'adéquat challenge pour l'académie Tony Parker. On embrasse Alexis Rambure d'ailleurs qui gère tout ça de main de maître. On a fait le tour sur les petites annonces comme d'habitude. On va tout de suite dans le sommaire parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. On va commencer avec le focus à l'Est comme d'habitude. Les Bucks sont passés, les Celtics sont passés et ils vont se retrouver en plus en demi-finale de conf. C'est plus compliqué pour l'instant pour les Sixers et pour Doc Rivers qui commence à parler mandarin en conférence de presse. Ça va être très intéressant. On fera tout un débrief donc sur la conférence Est. Le débat, évidemment, le dernier débat, je vous l'ai promis, que ça sera sur les Nets, les Brooklyn Nets. C'est quoi la suite? Alors, à qui la faute? C'est quoi la suite? On va faire un grand check-up de cette saison dramatique et surtout se projeter sur la suite parce que, mine de rien, il y a des mecs sur contrat et il y a des choses aussi, des dossiers importants à gérer pour la suite. On imagine que quand tu as Kyrie et KD dans ton équipe, eh ben, tu dois te pencher quand même sur la suite et une suite qu'on espère pour eux un petit peu plus brillante. On enchaînera, on finira avec le focus de la conférence Ouest. Les Warriors sont passés aussi. Les Mavs sont plus qu'à un match de passer. Les Suns, eux aussi, se font accrocher par les Pelicans. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié une autre série. Bon, on en parlera tout à l'heure dans le... Oui, les Warriors et les Nuggets, évidemment. Bon, et on finira comme d'habitude avec le quiz. Est-ce que tu as vu, Tutur, le tirage de bourre avec Axel Toupane sur les facs? Franchement, je suis tombé dessus sur les réseaux sociaux. Le niveau était haut. Et avec Alan, on s'est chauffé. Il faut qu'on fasse un méga quiz, un de ces quatre. D'ailleurs, Alan, j'en profite pour te dire, tu t'es octroyé un titre imaginaire sur Twitter. Tu es un bon mec de quelle fac? Et à l'époque où tu avais été très bon quand tu étais venu, c'était sur des joueurs très récents. Mec, on va faire un mélange de tout ça. Il faut qu'on s'organise, Tom. Tout à fait. De quelle fac avec 100 joueurs, 100 facs. Je pense qu'on va faire ça par étapes. J'ai pensé à beaucoup de choses depuis lundi. Il y aura évidemment donc quelqu'un au milieu, ce sera moi. Il y aura 4 prétendants au titre suprême. Je pense qu'on va faire en plusieurs étapes. Tu vois, d'abord 50 mecs, un gars qui est éliminé, qui a le seul avec le masque, tu vois, espèce de final for food. On va se concrétiser cette affaire prochainement. Il n'y a pas un monde où il y a un calfac où je ne suis pas là, je te dis tout de suite. Même si je suis éliminé au premier tour. Je suis l'inventeur de ce jeu, c'est moi qui mets les règles. D'accord? Okay. Donc moi, j'ai un totem. A joué à tous les matchs de basket, apparemment. J'ai un totem d'immunité là-dessus. En tout cas, j'espère trop chaud. Je crois que vu que tu es là, je crois que... Ça va réviser fort, je crois que Tom servi. Non, mais le truc, c'est que, évidemment, ça ne sert à rien de réviser trop les rosters et tout, sinon ça perd de l'intérêt. Ah, ok, bah, chacun sa technique. Non, mais si tu révises, ça reste un truc de culture. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, à voir. Pas vraiment. Je pense qu'il faut bosser. Il faut bosser. Bah voilà, je vois que les mecs sont énervés. Bah oui, non, mais la dernière fois, t'avais dit que tu bossais. Mais moi, j'avoue, je bosse quand il y a un joueur que je connais pas trop. Oui. Wikipédia, fac, et puis voilà. Non, mais là, quand je te parle bosser, c'est genre, tu sais que l'émission, elle est 3 jours avant. Tu fais tous les rosters NBA avec un mec qui te fait réviser. Toi, Dido, elle te dit d'un tel nana. Non, ça, on veut pas. C'est la grande blaze, apparemment. Dido, on embrasse Dido. C'est la famille. Super chanteuse. C'est la grande famille du basket aussi. Pas la chanteuse. Évidemment. Ah ben voilà, on a fait le tour. Il y a un jeu déjà incroyable. Je suis bien fatigué. L'émission n'a même pas commencé. Allez, balance le focus de l'Est, frère. Allez, on commence avec le plus chaud. Les Milwaukee Bucks ont sorti les Chicago Bulls. Et oui, désolé, Polo, l'exploit n'aura pas lieu. Mais je sais qu'au fond de toi, tu es un petit peu content de la saison des Bulls. Victoire 116-100. Pas de Zach LaVine, pas de Lonzo Ball évidemment. Il n'y avait pas non plus Caruso dans ce match-là. Victoire et les logiques très respectées côté Milwaukee. Oui, absolument. Le match 2 nous a fait espérer peut-être un retour des Bulls dans la série. Avec la blessure de Middleton, on imaginait le retour à Chicago un peu mieux pour cette équipe des Bulls. Ils se sont fait démonter sur le match 3, 4 et 5, des victoires éclatantes. Défensivement, ils ont été fantastiques. Physiquement, ils étaient impériaux. On a vu en fait l'écart, tout simplement, entre le 3e et le 6e. Il n'y a pas eu photo, malheureusement pour les Bulls, qui viennent conclure cette saison avec une victoire en play-off. J'essaie de voir le positif avec cette élimination au premier tour. Ouais, non, pas grand-chose à rajouter. On a vu la classe d'écart qu'il y avait entre les deux équipes. On pouvait espérer peut-être un petit peu plus de Chicago par rapport à la belle saison qu'ils avaient faite, largement au-delà des attentes. Donc déjà, ça c'est un point positif qu'ils aient pu se qualifier. Ils prennent un match, c'est très bien, mais après là, il y a beaucoup trop d'écart entre les deux voisins pour que Chicago puisse faire quelque chose. J'ai limite l'impression qu'ils sont allés en marchant. Le seul point négatif, c'est la blessure de Middleton. Donc à voir effectivement quand est-ce qu'il va revenir. Peut-être que pousser sur un match 6, ça aurait pu
leur laisser un petit peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, Milwaukee. Les Espagnols, hein, Milwaukee. Ouais, c'est ça. Serein, ils ont eu beaucoup d'adresses, toute l'équipe a été là, et puis voilà, rien de plus à dire. On va reparler des Bucks tout à l'heure parce que tout de suite après, on va faire le preview. J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur les Bulls. Vous dites qu'il y a une classe d'écart. Il y avait aussi énormément de blessés côté Bulls. Hein, bien sûr. Ils les ont pas aidés. Il y a cette stat incroyable qu'on a vu passer dans le barco tout à l'heure. Moins 18 points inscrits entre la saison régulière et les playoffs. C'est le plus grand différentiel all-time et c'est à mettre à l'actif de la défense des Bucks qui a fait chuter donc l'attaque des Bulls de plus de 18 points. C'est assez incroyable quand même. Non, alors, je te dis, moi, pour remettre dans le contexte, bien voilà, sûr. Pour remettre dans le contexte, il n'y avait pas Lonzo Ball. On sait que quand il n'est pas là, c'est un petit peu plus dur. Il n'empêche que pour les Bulls, cette saison, elle est réussie. Ils ont mis des pièces en place. Il va y avoir un gros dossier à gérer cet été. C'est le dossier Zach LaVine. Il est en fin de contrat. Il va se faire opérer. Est-ce qu'on imagine autre chose que proposer le maximum à Zach LaVine côté Bulls? Moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ça a plutôt bien marché. Ils sont en progression. Franchement, personne n'avait vu leur saison. Voilà, Zach LaVine, on sait que c'est un très gros bosseur. Je sais pas, il faut regarder sa chaîne YouTube, les reportages qu'il y a sur lui. C'est un très gros bosseur. J'ai aucun doute qu'il arrivera à revenir à son niveau. Ça reste un jeune joueur. Donc pour moi, je mets le max et je mets ce qu'il attend sans souci. Ce serait quand même dommage de ne pas être dans la continuité de ce projet-là. Pour les deux parties d'ailleurs, je pense. Ouais, absolument. Ouais. Alors là, on a découvert qu'il jouait à 50% sur un genou. Hein, donc ça joue aussi dans ses performances. Il était en protocole Covid malheureusement pour ce dernier match. Lui, en tout cas, avec son camp, il va demander le max, c'est normal. Est-ce que les Bulls vont se risquer à aller négocier? C'est une autre question. Parce qu'en fait, s'ils prenaient un peu moins d'argent, on pourrait peut-être réfléchir à entourer le trio de stars DeRozan, LaVine et Vucevic un peu différemment. Maintenant, je pense qu'il y aura un terrain d'entente. Hein. Il s'éclate à Chicago. Il a trouvé en DeRozan un formidable leader accompagnateur. Il fait la meilleure saison en carrière, sa meilleure saison en carrière, Zach LaVine. Donc voilà, écoute, maintenant il n'y a plus qu'à progresser, à laisser les gens aussi autour progresser. Je pense à Patrick Williams qui doit faire une deuxième saison complète, au moins en termes de matchs. Voilà, écoute, il n'y a que des bonnes choses, j'ai envie de te dire, à Chicago. Et puis les fans comme Polo ont l'air plutôt satisfaits de l'ensemble. Et si Polo est satisfait, c'est une first team qui. C'est un meilleur jeudi déjà. C'est une first team qui va bien. On revient donc, on laisse les Bulls de côté, on les retrouvera avec grand plaisir la saison prochaine. Ça fait du bien de retrouver les Bulls avec du kiff, avec un petit peu des qualifications en play-off comme ça reste une franchise mythique. Je sais pas si tu avais vu cette stat d'ailleurs de fin de saison régulière, je te coupe Erwan, c'est l'équipe qui a le meilleur taux de remplissage à domicile et à l'extérieur. Donc ça montre combien les Bulls sont encore la franchise peut-être la plus aimée de NBA. Bon, à l'extérieur. Ouais, aussi, c'est incroyable. Ça tu vois, moi aussi, j'aurais dit les Lakers, les Warriors. Cette année, c'est bien les Bulls. Toujours beaucoup d'empathie pour les gens qui ont un haut taux de remplissage. Je veux donc qu'on parle sur je voudrais qu'on aille maintenant. On met les Bulls de côté. On va sur les Bucks et les Celtics, deux équipes qui vont arriver plutôt avec une belle fraîcheur sur ces demi-finales-là. Les Bucks se sont fait accrocher un match, mais ils ont plutôt déroulé. On ne va pas revenir sur les Celtics qui ont dérouillé complètement les Nets, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. Thomas, tu le dis sans détour, c'est là encore une fois avec les Celtics l'une des demi-finales de conf les plus alléchantes de ces playoffs. Moi, c'est pour moi l'affiche des demi-finales. On se projette évidemment parce qu'elles ne sont pas toutes actées, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que ça. C'est un duel de deux énormes équipes, deux équipes qui veulent aller en finale NBA, les champions en titre. On va parler de Middleton évidemment, mais les Bucks se sont mis en route après les deux premiers matchs. Il leur fallait 2 matchs en fait pour se dire on rentre dans nos playoffs. Ils sont rentrés de manière incroyable. T'as 2 gros collectifs, t'as des stars en place, des hiérarchies, t'as des coachs, t'as des bonnes défenses, t'as absolument tout ce qui fait le charme de la conférence Est aussi. Alors j'espère que Grayson Allen ne va pas faire des clés de bras, mais c'est un duel en fait de chefs pour lequel j'ai beaucoup de mal à imaginer quelqu'un en sortir vainqueur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai du mal de me projeter là-dessus. Si on a un petit peu de mal à se projeter, c'est normal de trouver un vainqueur. On a fait un petit tableau avec Tom Serino pour donner 3 clés et pour peut-être essayer de vous aider, à vous qui nous regardez, d'avoir un petit peu plus de clés justement sur cette série. Qui pour défendre sur Giannis? Il y a du monde, on va le voir. L'absence de Middleton, qui va pouvoir le remplacer? On imagine que ça va plus se passer en nombre qu'en talent. Et puis derrière, le duel de coach entre Budenholzer et Udoka, qui va prendre le dessus? Il y a un coach rookie, mais il y a un coach qui a montré énormément de choses sur Udoka, et puis il y a un coach champion, toujours respecter les coachs champions. On va commencer avec la première des clés. Qui pour défendre sur Giannis? On a vu, Arthur, les Celtics éteindre
contrarier Kyrie Irving et Kevin Durant, mais on imagine que le schéma défensif autour de Giannis, ça va pas être la même chose quelque part. Ouais, non, ça va être complètement différent de par le profil complètement, complètement différent de Giannis et de KD. Je doute pas que Udoka va trouver des solutions pour pouvoir l'embêter. Après, on sait qu'on va l'embêter, mais on ne va pas pouvoir l'arrêter. Je pense qu'il aura plus de répondants que KD sur la dernière série, pas KD en général. Ils ont des gars. Après, pour l'instant, et avec la maturité, l'épanouissement de Giannis sur ces dernières années, sur ces derniers playoffs, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Donc peut-être, ils vont peut-être trouver une solution, mais là aujourd'hui, je ne vois pas comment on va pouvoir défendre sur Giannis. Et je rajouterais juste une petite clé aussi pour cette série, l'avantage du terrain. On sait que c'est 2 salles chaudes et le fait pour Boston, le fait que Boston reçoive et puisse potentiellement faire 4 matchs sur 7 à la maison, je pense que ça va être hyper important. Pour revenir sur la défense, moi il y a un schéma qui est clair. Alors le nombre, évidemment, le nombre permet de jamais laisser de répit. Juste rajouter Robert Williams, je pense, qui est revenu dans la rotation. Robert Williams. Le problème, c'est qu'ils sont 19 à pouvoir défendre dessus, donc il fallait faire un choix à un moment donné avec Tom. Non, évidemment, il y a le nombre, donc ce qui va permettre aux Celtics de toujours mettre la pression sur Giannis. Le truc, c'est que Giannis, physiquement, contrairement à KD, qui n'était pas à 100% en tout cas dans son peps, on l'a bien senti, il va falloir lui opposer de la force. Ils n'ont pas la taille pour aller le chercher dans les airs. Ils ont absolument personne qui saute aussi haut, qui est aussi grand, même alors Ford, qui est le plus grand des mecs qu'on vient de voir, parce que Robert Williams, c'est un petit pivot lui aussi. Eh bien, ils n'ont pas cette capacité. Donc, il va falloir mettre de la densité dans la raquette. Des prises à 2 incessantes. Ne jamais le laisser être sur post-up et aller au cercle. On l'a vu là contre les Bulls, le nombre de lay-up dans le match 5, il arrive à faire des spins, à finir comme ça, à dunker main gauche, main droite. C'est trop facile pour Giannis. On n'en veut pas à la défense des Bulls, on sait qu'elle est en dessous. Mais par contre, la défense de Boston, moi j'en attends énormément sur cet aspect-là. Collectivement, évidemment. Densifier la raquette. Ne pas le laisser faire ses lay-ups, en l'envoyer sur la ligne, parce qu'ils ont beaucoup de monde à lui envoyer en défense. Grant Williams, je veux qu'il soit à 4 ou 5 fautes par match, par exemple. Tu vois, donc voilà, c'est aussi comme ça qu'il défend sur Giannis. Après, j'ai l'impression que Giannis va pouvoir aussi offrir plus une solution par rapport à KD. KD était souvent à l'initiative du pick and roll en portant la balle. Là, Giannis, souvent, il va pouvoir poser des écrans et après jouer sur la lecture en fonction de ce que va faire Jrue ou Middleton lorsqu'il reviendra. Donc ça offre des possibilités en plus pour Milwaukee. Et je pense que rien que le fait d'avoir ces 2 options-là, poseur de pick et bénéficier du pick, il va pouvoir trouver plus de solutions. Donc à voir, mais c'est sûr que le match-up, de toute façon, on va vite être réglé. Dans les 2-3 premières possessions, on va voir comment ils défendent et ça va être intéressant pour voir s'il va y avoir des ajustements par la suite par Giannis et par le coaching de Budenholzer. Tu mets qui en tout premier défenseur là, les 3 premières possessions, qui t'envoie pour starter? Ouais, au tout début, t'es Boston là, t'es Imedoka, tu mets qui? Jalen Brown. C'est le gars qui n'a pas la taille, mais physiquement c'est un gars qui va pouvoir. C'est le meilleur compromis pour commencer. Taille, poids, puissance. Tu vois ce que je veux dire? Vitesse. Clairement. Voilà. Pureté et tout. Voilà. Pistonné, en fait. Et puis oui, il y a un peu de temps, on les embrasse. Et puis tu changes. Et puis derrière, tu changes, tu mets grand club. Bien sûr, j'adore l'idée. C'est ce qu'on fait un petit peu les Bucks aussi l'année dernière avec KD. C'est que tu envoies PJ Tucker, et puis tu envoies Giannis, et puis tu envoies Middleton. J'aime quand tu laisses pas s'installer un mec, parce que quand tu as un mec aussi fort qu'Giannis, même si tu as des bons défenseurs, à un moment donné, ils vont s'adapter aux défenseurs, ils vont savoir ce qu'il va faire. Si tu changes si tu changes de créneau souvent de défenseurs, faut toujours s'adapter à un nouveau mec, et ça peut être aussi une arme. Donc à voir. On parlait donc de Giannis Antetokounmpo. Tu parlais de Middleton. Justement, Middleton, il n'est pas là. Ça va laisser quand même un sacré trou défensif. Qui va pouvoir le remplacer offensivement? On a vu Jrue Holiday faire un match à 25 points face aux Bulls. On a vu Bobby Portis mettre des points. On sait que Grayson Allen fait un bon match. Sur le dernier match, pour se qualifier, Pat Connaughton a mis 20 Carter a été bon aussi. On sait que ça va donner... Il n'y a pas forcément un mec qui va sortir du bois, mais ça va donner des munitions un petit peu plus à tout le monde. En quoi c'est vraiment une clé énorme, c'est que non seulement il faut qu'il revienne, mais il faut qu'il revienne à 100%, parce que le différentiel avec les ailiers en face, il est énorme. Sans Middleton. Il y a 2 aspects. Il y a les fins de match. On va le répéter une énième fois, mais les fins de match, c'est le moment de Chris Middleton pour les Bucks, pas celui de Giannis, c'est le moment de Middleton. Et qu'en face, tu as Jason Tatum. Et que Middleton est un super défenseur, et donc on peut imaginer que les deux allaient passer à nil, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui prend le dessus. S'équilibre sur le match-up, quoi. Au moins s'équilibre. Là, Jason Tatum, il a un avantage, mais énorme sur les ailes face aux Bucks. Donc le retour de Middleton, il est important pour les fins de match, mais il est aussi important défensivement. Clairement. Il n'y a pas le nom de Jason Tatum sur cette ligne, mais en fait, c'est ça la réponse à l'absence de Middleton. Qu'est-ce que ça donne? Jason Tatum, il a c'est clair. Pour moi, son absence crée un parfait équilibre, et je ne saurais pas me prononcer sur l'issue de la série. S'il était là à 100%, j'aurais donné clairement un avantage
l'âge, par rapport à l'expérience, etc. Mais là, en plus, vu la forme de Boston, la forme des leaders du côté de Boston, pareil, ça va être compliqué. Donc, à voir quand est-ce qu'il revient et surtout dans quel état. Parce qu'en fait, on a toujours ce truc-là en NBA. Il revient à une date. Est-ce que c'est le moment où il reprend l'entraînement, le moment où il est censé être à 100%? On ne sait jamais. Donc, franchement, à voir. C'est qu'il n'y a aucune info pour l'instant pour un retour de Middleton. On ne sait pas, autant Booker pourrait revenir ce soir, autant Middleton. On ne sait pas trop. J'ai l'impression que plus que jamais dans cette série, les gars, les role-players, ça va peut-être se jouer sur les role-players. Ça va certainement se jouer sur les role-players. C'est clair. Après, il y a du monde à Milwaukee. Hein. On ne sait pas qui est-ce qui peut sortir du bois. Bobby Portis qui peut avoir une adresse folle. L'autre fois, il a 5 sur 9 ou je ne sais plus combien à 3 points. Connaughton et Grayson Allen qui peuvent aussi salir le match, faire un match un peu dirty, qui peut embêter Boston. Parce que Boston, aussi fort et aussi surprenant qu'ils aient été sur le premier tour, ça reste quand même encore et toujours une équipe jeune. Alors certes, ils ont l'expérience, ils ont déjà fait des finales de conf, mais ils peuvent se faire embêter par ce genre de gars-là. Grayson Allen, il a joué des Final Four NCAA, il connaît la dureté. Il a tout pour avoir de l'impact dans les grosses séries. Avoir de l'impact sur cette série-là. C'est clair. Donc à voir. Et Wes Matthews, on n'oublie pas Wes Matthews, capable d'envoyer toujours des bombinettes, de mettre des gros tirs pour la gagne. Défendre fort aussi. Exactement. Et de l'autre côté à Boston, et de l'autre côté à Boston là aussi, tout le monde peut sortir du bois et mettre des tirs. Ça peut être donc une série où les role-players vont avoir un rôle, mais surtout aussi une série où des coachs vont s'affronter. Là-dessus, j'ai quand même envie de donner avantage à Budenholzer parce qu'il est champion de titre. Mais moi, ce que fait Ime Udoka depuis janvier, il a fallu du temps aussi pour que tout le monde digère. Il faut arrêter de croire qu'on arrive quand on a un coach rookie, qu'on claque des doigts et que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il fait depuis janvier, ce qu'il organise défensivement, waouh. Et puis j'ai l'impression que son groupe boit ses paroles. Ça y est, tu vois, ils se comprennent. Non, c'est clair. Non, c'est clair, t'as raison. Moi, on aime beaucoup les deux coachs, sans aucun doute. Maintenant, il y a deux visions qui vont s'opposer. D'un côté, la polyvalence. Donc des joueurs pas très grands, mais qui peuvent bouger de partout, qui peuvent changer, switcher, offrir plein de choses face à la force physique et la taille. On l'a pas dit, mais Bobby Portis donc, est à la place de Middleton dans le 5, poste 3, quoi, ni plus ni moins, ou Giannis, vous vous débrouillez comme vous voulez. Donc du coup, ils sont tellement plus grands et tellement plus costauds que Boston va devoir répondre par de la force, mais au sol. Donc c'est une vraie question qui se pose dans le coaching, c'est comment l'un va s'adapter en fonction de qui va prendre l'avantage sur la taille ou sur le physique. Et aujourd'hui, c'est impossible de savoir vers quoi on va se diriger. Moi, juste qu'au basket, je donnerai toujours l'avantage aux grands. On voit en tout cas que c'est compliqué de se mouiller. On va revoir le tableau qu'on avait au début avec les cotes, Tom, et tu vas nous dire, Winamax, ce qu'ils nous proposent. Et pour eux, il y a une forme de favori déjà. Absolument. Match 1, donc, du côté de Boston, eh bien, les Celtics sont largement favoris. C'est normal, Sam Middleton, honnêtement. 1,45 pour ce match. 2,60 pour les Bucks. On rappelle, le match 1 se déroulera dimanche 19h. Prime time en France. Oh là là. C'est ce qu'on aime, ça. À 19h, ça fait kiffer. Comme depuis 2 ans, j'ai pas regardé le CFC, j'ai préféré regarder ça, du coup. Tu regardes encore le CFC ? Comme depuis 2 ans, je ne regarde plus le CFC, c'est ce que je viens de dire. Autant pour moi. On connaît donc la première demi-finale de conf à l'Est. On ne connaît pas encore la totalité de la deuxième demi-finale de conf à l'Est. À Miami, en tout cas, c'est sûr Miami qui a sorti les Hawks 4-1. Et ce qu'on va retenir de cette série, c'est que le Heat est une équipe extraordinaire avec une énorme profondeur de banc, une défense incroyable. Et cette défense, c'est cette équipe du Heat qui a surtout donné, Arthur, une belle leçon à Trae Young. Et quand je dis leçon, c'est pas une leçon de... Un petit peu, mais c'est aussi... Je te donne les clés pour que tu puisses durer dans cette ligue parce que les playoffs, la NBA, c'est dur, mon gars. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai l'impression... Moi... Trae Young, pour moi, est un formidable leader, un gars qui compte dans la NBA, qui comptera, qui va être fort en play-off, et j'ai aucun doute dessus. Il n'empêche que je pense que le fait qu'il soit allé aussi loin l'année dernière, finale de conférence, on le rappelle, après avoir éliminé New York et Philadelphie, leur a donné une confiance folle, et que peut-être cette année, ils sont allés un petit peu trop tranquillement, et notamment sur ce premier tour de play-off. Miami, ils n'ont pas cherché plus loin, ils l'ont puni, ils ont été hyper durs et ils lui ont rendu la vie très difficile. Je trouve qu'il n'a pas eu tant de répondants ou le répondant qu'il aurait pu avoir et qu'on attendait de lui. Je sais pas, moi, par exemple, lorsque je regarde le match 4 ou le match 5, il fait une première mi-temps catastrophique. J'attendais ce qu'il fasse une deuxième mi-temps incroyable en mettant 25 ou 30 points comme il est capable de le faire. Et ça, il a jamais su le faire. Donc j'ai l'impression que mentalement, il a un petit peu failli. Et je suis assez déçu de ce côté-là. Mais bon, j'ai aucun doute sur le fait que l'année prochaine, il reviendra fort. Ils lui ont vraiment rien donné. Je pense que dès le début, ils se sont dit, on va l'éteindre. On va pas l'éteindre une mi-temps, on va pas l'éteindre un match, on va l'éteindre toute une série. Ils se sont relayés sur lui. Kyle Lowry n'a pas joué les 2 derniers matchs. Butler joue pas le dernier. Et pourtant, que ce soit des Gabe Vincent, des Oladipo, des Martin, ils l'ont massacré. Je crois qu'ils voulaient. Je crois que
c'est une bonne chose pour lui pour la suite, vraiment. Oui, mais je vous rejoins complètement. On a vu ce tableau complètement fou de la différence entre les balles perdues à droite et les paniers marqués à gauche pour chaque match. Alors le meilleur, c'est le match 2. Hein. Il a marqué 10 paniers, il a perdu 10 fois la balle. Mais on se rend compte que la défense a complètement pris le pas physiquement, encore une fois. On en revient toujours à cet aspect physique des playoffs et de la NBA. Ça me rappelle aussi quand même, ça me replonge dans ce qu'on a vécu l'année dernière. C'était une année très bizarre pour tout le monde. Alors il y a eu l'année de la bulle, mais c'était dans la bulle, donc les gars étaient archi concentrés. L'année dernière, avec toutes les histoires de Covid et tout, ça a été très dur. On en a parlé avec Nico Batum à de nombreuses reprises. Et certaines équipes ont réussi à tirer le meilleur de leur potentiel. Et par exemple, Atlanta a réussi à faire cette finale de conf dans une année chelou, avec les blessures, les machins, les trucs. Là, cette année, il n'y a aucune excuse, c'est une année normale. Et regardez le niveau des équipes et de préparation des équipes. Rien que dans la conférence Est, quand je vois les Bucks, quand je vois Celtics et quand je vois Miami, comme elles sont 10 fois plus fortes que ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc, malheureusement pour Atlanta, ils ont vécu une année compliqué. Ils arrivent quand même à accrocher les playoffs. D'autres équipes à l'Ouest auraient rêvé d'aller en playoffs. Il n'y a rien de mieux que pour rebondir. Ils se sont fait casser la gueule, comme on revient plus fort. Et ben voilà, en bossant l'été et en revenant avec un état d'esprit parfait. C'est une vraie équipe en défense, c'est surtout lié à leur système collectif plus qu'à une individualité. Peu importe qui est sur le terrain, ils savent défendre et quand ils ont une cible dans leur viseur et qu'ils veulent l'éteindre, ils font vraiment du bon boulot. Vous avez bien compris, Trae Young n'a pas joué les Nets au premier tour de ces playoffs. En tout cas, voilà, il faut continuer à bosser pour Atlanta. C'est une jeune équipe avec un jeune leader et des fois on apprend dans le dur. Demande à Jordan, quand il s'est fait massacrer par les Pistons, comment ça l'a rendu plus fort. Tu parlais des équipes qui sont beaucoup plus fortes que la saison dernière. Est-ce que les Sixers sont plus forts que la saison dernière? En tout cas, les Sixers qui menaient 3-0, 3-1, ne mènent désormais plus que 3-2, sont un petit peu en danger et en plus leur coach Doc Rivers fait des sorties en conférence de presse très très chelou. On a le PAD traduit en plus, bravo messieurs, vous allez voir, on en reparle après. Well, it's easy to use me as an example, but I wish y'all would tell the whole story with me. All right, my Orlando team was the HC. No one gives me credit for getting up against the Pistons who won the title. That was an HC. Go look at that. I want you to go back and look at that roster. I dare you to go back and look at that roster, and you would say, what a hell of a coaching job. Really. I mean, the Clipper team that we lost 3-1. Chris Paul didn't play in the first 2 games and was playing on one leg. And we didn't have home court. And then the last one, to me, is the one we blew. That's the one I said, we blew that. Now, it was in the bubble. And anything can happen in the bubble. There's no home court. Game 7 would have been in L.A., you know. But it just happens. So I would say with me, some of them is I got to do better always. I always take my own responsibility. And then some of it is circumstances happen. You know, this one, let's win it. And we don't have to talk about it. Allez, on va jouer tous ensemble. Quelle sera la prochaine excuse de Doc Rivers? J'espère qu'elle n'arrivera pas la semaine prochaine. On l'espère pas. Enfin, on l'espère pas. Pour eux, pour eux. Ouais. C'est une drôle de sortie, là, en plein milieu d'une série, quand tu mènes 3-0 et que ton adversaire, donc les Raptors, reviennent à 3-2. Franchement, moi, quand je vois cette interview hier, je suis gêné. Je suis vraiment gêné pour lui. Alors, effectivement, il y a toujours des contextes. On peut toujours, lorsqu'il parle des 3 éliminations, oui, effectivement, mais il n'empêche que c'est arrivé 3 fois. Et ça reste quand même relativement rare pour que ça puisse être souligné. C'est jamais arrivé. Après, j'ai l'impression que là, il ne commence pas à anticiper pour une éventuelle remontada, mais vraiment pour justifier ces 3 échecs qui lui collent à la peau et sur lesquels il a vraiment de la rancœur. J'ai l'impression que c'est plus ça. Je ne doute pas encore que Philadelphie va se qualifier, mais en tout cas, c'est vraiment très bizarre et très gênant. Franchement, je trouvais ça trop gênant. Ouais, je te rejoins. En fait, ça n'a rien à faire à ce moment-là. On dirait que c'est le training camp. Et qu'il y a une interview avec le coach qui vient d'arriver, on lui pose des questions, il y répond. Mais gros, là, balaye, botte en touche, je dis, mais attendez, on peut en parler si vous voulez, mais là, il y a une série à gagner. Gros, tu viens de te faire ouvrir dans le match 5 à domicile, il y a 3-2, tu sors ça derrière. Moi, si j'étais Joel Embiid, gros, j'aurais un seum d'anthologie. Donc, bon, maintenant, c'est aux joueurs aussi de le faire. Mais si ça devait arriver, rien que s'ils devaient perdre ce match 6 là, contre Toronto et revenir sur un match 7, mais l'état d'esprit, mon gars, de l'équipe. C'est clair. Et à travers ses déclarations, il met un doute, il met un spectre bizarre autour de cette série, clairement. Déjà que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, tu pousses encore plus le truc.
Ah, il n'a pas mis ses joueurs dans la meilleure des conditions. Et surtout, on pense à James Harden, qui lui-même, d'ailleurs, n'est pas dans les meilleures des conditions possibles. On va regarder ses stats un petit peu sur ce début de play-off. On s'est souvent posé la question depuis le début, est-ce qu'il est en contrôle? Est-ce qu'il ne peut pas faire plus? En tout cas, on regarde qu'il perd plus de ballons que... Il marque de tir à 2 points. Qu'il met de tirs à 2 points. On voit des pourcentages quand même très compliqués. Et sur ses flotteurs, qui étaient quand même une arme incroyable, 0 sur 10. Arthur, on s'est déjà posé la question avec Thomas, donc je vais te la poser à toi directement. James Harden, il est dans un contrôle où il fait faire jouer tout le monde. Quand on voit l'explosion notamment de Tyrese Maxey et que Tobias Harris est plutôt bon sur ce premier tour des playoffs, ou alors il est clairement en deçà de ce qu'il ne peut pas faire plus. C'est toujours très particulier de voir des anciens MVP et quel MVP changer de franchise et avoir des stats qui sont un petit peu en berne ou un impact un petit peu en berne. Moi, ce que je vois, je le vois faire des choses que je n'ai jamais vu faire auparavant. J'ai un flash dans le match 4, je crois, où on lui fait une extra passe à 3 points. Et en fait, il tire pas, il fait une feinte, il fait une pénétration et il décale la balle. Moi, c'est pas James Harden, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir de James Harden. James Harden, c'est un formidable attaquant. Il est venu pour ce genre de série-là. Et bien que Tyrese Maxey fasse une saison d'explosion et soit incroyable, au bout d'un moment, c'est un ancien MVP. C'est lui qui a toute cette expérience. Et j'attends beaucoup plus de lui dans la création. Quitte à ce qu'il fasse des matchs où, je sais pas, moi, il fait avec des excès, quoi. Avec des excès, 7 sur 23 au tir. Je m'en fiche. Ça fait partie du jeu. Mais là, je le vois pas faire ça. Et en fait, moi, ça m'étonne plus qu'autre chose. Donc honnêtement, il reste encore potentiellement 2 matchs sur cette série pour pouvoir se rattraper et s'il passe plein d'autres matchs contre Miami. Mais je trouve ça assez étonnant. Ouais, moi, j'ai surtout l'impression qu'avec ce James Harden-là, même si certains pensent qu'il est dans la gestion et qu'il n'a pas besoin de faire plus, avec ce James Harden-là, tu ne peux pas gagner. Et Joel Embiid lui a dit, je lui ai dit toute la saison depuis qu'il est arrivé ici, il doit être plus agressif. C'est probablement au coach de lui parler et de lui dire de prendre plus de tirs, surtout s'il continue de défendre sur moi comme ils le font. Donc, au bout d'un moment, pour que Embiid dise ça, c'est qu'à un moment donné, ce que fait James Harden, ça ne correspond pas aux attentes de Joel Embiid. La version de James Harden où il portait à lui tout seul l'attaque de ses équipes, elle est morte et enterrée. Ça, c'est Jay Williams, pas White Chocolate, mais l'ancien joueur de Jules et l'ancien Bulls qui a eu l'accident de moto et qui est désormais consultant. J'espère qu'il se trompe, Jay Williams, mais pour l'instant, j'ai pas envie de dire qu'il a tort en tout cas. Et tu vois, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la déclaration de Joel Embiid. C'est pareil, il est en train de décharger un petit peu en disant c'est pas à moi de le dire à James Harden, c'est à Doc Rivers. C'est un truc bizarre, c'est particulier. J'ai pas de rancœur, je m'en fiche de Philadelphie des Sixers, j'aime bien ces joueurs-là, mais je trouve que c'est particulier de dire ça et une fois de plus, donner la responsabilité de la part de Joel Embiid un petit peu au coach. Le gars, c'est le leader, c'est peut-être lui le MVP, écoute, vas-y, dis-lui, vas-y, prends plus de tirs, prends 25 tirs ce match-là. Pas très bon en tout cas en déclaration les Sixers, pour le coup, on espère qu'ils seront meilleurs ce soir pour le match 6. C'est à 1h du matin à Toronto. Est-ce que les Raptors vont aller accrocher un match 7 à Philadelphie? Ça va être chaud. C'est possible. Puis dans l'ambiance, pas cadeau. Voilà, on a fait le tour sur la conférence Est. Ah non, il nous reste une équipe dont on a parlé, une équipe qui est désormais en vacances, mais on ne va pas les laisser tranquilles. On va s'offrir un petit peu un nouveau débat autour des Brooklyn Nets. Oui, pardon, je vais y arriver, évidemment. Les Nets ont donc été éliminés 4-0, se sont fait sweeper salement et plus que la défaite en soi, de perdre contre ces Celtics-là, deuxième de la conférence Est. C'est l'écart de niveau qu'il y a eu entre les Celtics et les Nets qui nous a surpris. C'est ce que Thomas nous a confié hier dans l'émission Clutch sur Winamax TV. Le gros problème, c'est pas tant la défaite, c'est l'écart qu'il y a entre les deux équipes, entre Boston et Brooklyn. Ce qu'on voit, c'est quand tu te rends compte de ces 2 derniers matchs, parce que moi, je pense que les 2 premiers matchs, je ne suis pas d'accord avec Erwan, le premier match, tu dois gagner, le deuxième match, tu as plus 17, tu te fais renverser par le public, on peut en discuter, mais les 2 derniers matchs, quand tu reviens à Brooklyn où il n'y a aucune évolution dans le jeu, il n'y a aucune invention, il n'y a aucune tentative d'adaptation et ainsi de suite, il n'y a aucune défense, tu continues à te faire marcher dessus pour le coup, montre combien en fait, nous, les premiers, on les a vus beaucoup trop beaux et ils se voient beaucoup trop beaux. Alors là, est-ce qu'il se voit toujours trop beau? On va essayer j'espère pas, de décortiquer. On n'espère pas, même si on a quand même vu la déclaration de Kyrie, justement, pendant trop beau. On va la prendre maintenant. C'était prévu qu'on la prenne un peu plus tard, mais justement, j'aime bien cette transition de est-ce qu'il se voit trop beau? Lui, en tout cas, il n'a pas l'air inquiet. Je ne prévois d'aller nulle part, parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat, on va en reparler un petit peu plus tard. J'ai juste hâte d'être cet été, afin de pouvoir continuer à construire quelque chose avec nos gars. Quand je dis que je suis ici avec Kevin, nous allons gérer cette franchise ensemble. Joe et Sean. Non, mais le propriétaire et le GM. Ouais, donc le propriétaire et le GM. Donc, Arthur, la première question que j'ai à te poser, c'est Kyrie Irving gère une franchise.
Non, c'est. Tu sais, souvent on reproche en plus aux joueurs de dire qu'ils gèrent les franchises et eux. Mais LeBron, au moins, il dit non, il fait semblant. Lui, s'en branle. Et ils essaient de s'en dédouaner. Alors on connaît, franchement, moi, plus rien ne m'étonne avec Kyrie Irving, notamment sur sa communication. Donc, écoute, c'est une phrase, c'est sûr que c'est pas anodin, mais vas-y, moi j'essaie de passer à côté, mais c'est catastrophique. Hein. Clairement, c'est catastrophique. Bah, je te rejoins. On peut en faire un débat, mais on est tellement tous sur le cul après la rousse qui viennent de prendre, le niveau de jeu affiché, l'état d'esprit global, de dire ça, je sais pas. Je suis surpris et abattu aussi. Je vais pas te mentir. Bon, du coup, on va pas se mentir non plus. Ça reste une saison noire pour les Nets, comme leur couleur d'ailleurs. Et on va voir un petit peu la chronologie de cette saison, un peu incroyable hein, quand même. Octobre, donc Kyrie interdit de jouer parce que non vacciné. Novembre, Joe Harris se blesse, out pour la saison et ils ont essayé de le trader. Décembre, blessure, cas de Covid, 3 matchs reportés. Janvier, Kyrie, retour, mais que match à l'extérieur. Février, trade avec Harden, parce que depuis ce temps-là, quand même, il y avait un fil rouge Kata, fil rouge Kata avec le comportement et la relation de James Harden avec les All-Stars de l'équipe. Kevin Durant, blessé de longue date et de retour de blessure. Et puis en avril, donc, victoire en play-in contre les Cavs avant de se faire balayer par les Celtics. Avant de leur tomber dessus, on peut se dire qu'il y a plein de choses là-dessus qu'on ne peut pas toujours maîtriser dans le sport, notamment les blessures, les cas de Covid. Quand on voit le déroulé de cette saison régulière, Tom, on se dit que finalement, les Nets, c'était impossible qu'ils puissent faire un coup en play-off, malgré le talent d'attaque exceptionnel de Kyrie Irving et Kevin Durant. Je pense que le constat brut, c'est une fois qu'on a digéré l'énorme déception de cette série, pour nous qui voyons les Brooklyn Nets aller loin pendant ces playoffs, on les voyait clairement trop haut. Hein. Il y a sans aucun doute aujourd'hui, quand tu te replonges dans cette saison, en fait, tu te rends compte qu'ils ne pouvaient pas gagner. Tu ne peux pas gagner des playoffs NBA dans une saison normale, avec autant de péripéties, avec autant de stars qui ne jouent pas, avec si peu de vécu collectif, avec autant de doutes sur des éléments de l'effectif, avec des mésententes aussi importantes entre les restas, entre un coach avec un coach rookie. Oui, effectivement. Il n'est pas rookie, hein, ça fait 2 ans. Ah, il n'est pas rookie, c'est pareil. Hein. Oui, coach jeune, si tu préfères un jeune coach. Voilà, jeune coach. Moi, c'est le mot coach qui me gêne plus que rookie. Mais ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que quand tu te replonges dans tout ça, et beaucoup l'ont dit hein, finalement, de faire un trade avec un joueur aussi important que James Harden à la trade deadline, normalement, ça ne te permet pas de gagner. Je dis ça. Les Pistons de 2004, ils font le trade de Rashid Wallace en février et ils gagnent direct. Mais parce que tout était parfait pour l'arrivée de Rashid Wallace, un mec un peu fou. C'était vraiment la pièce manquante. Voilà, il manquait juste un petit truc et tu allais gagner. Il y a des équipes qui ont gagné dès la première année, on peut penser à Boston en 2008, déjà à l'époque, mais parce qu'il y a eu une alchimie immédiate dans l'effectif. Là, il n'y a pas d'alchimie dans le jeu, il n'y a pas d'alchimie dans le vestiaire, il y a des trades demi-saison. Ouais, ils ne pouvaient pas gagner en fait. Hein. Non, je pense qu'on s'est tous fait aveugler par le talent exceptionnel de ces deux stars-là, en se disant que ça pourrait passer. Moi, personnellement, je les avais mis. Je pensais qu'ils battraient Boston, bien qu'il n'ait pas l'avantage du terrain. Mais effectivement, lorsqu'on voit tous ces éléments. C'est sûr que ça pèse et malgré tout ce talent, bah, ça l'a pas fait. Après, on pourra y revenir après. Moi, je vois quelques petits ajustements pour que cette équipe redeviennent extrêmement fortes et compétitives. Parfait. Justement, redeviennent, je ne sais pas pourquoi tu dis redeviennent, deviennent. Hein, deviennent. Justement, c'est bien, c'est aussi un élément de ce débat. On va voir le roster un petit peu et les cas contractuels à voir un petit peu avec ces Nets. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire cet été. Et Thomas, tu vas nous confirmer que, bon, il y a le cas Kyrie Irving à gérer, mais qu'au niveau oseille, il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. En tout cas, il va falloir faire des trades, il va falloir envoyer des mecs bouger, parce que voilà, aujourd'hui, en l'état actuel, où en est le roster des Nets. Ouais, absolument. Alors, le truc, c'est qu'en fait, l'équipe, ils l'ont déjà. Donc, Kyrie Irving, Steph Curry, Bruce Brown Jr., Kevin Durant, Andre Drummond, c'est le 5 majeur qu'on a pu voir. En vert, ce sont les joueurs qui ont une player option pour l'année prochaine. Donc, Kyrie Irving peut sortir de son contrat, on va en parler. Patty Mills peut sortir aussi de son contrat. On se souvient qu'il avait hésité avec les Lakers. Ceux qui sont sûrs de rester, qui ont un contrat pour l'année prochaine, Steph Curry, Ben Simmons, évidemment, Cam Thomas, Joe Harris, Kessler Edwards, Sharp et donc Kevin Durant qui a signé le contrat max cette année dernière, je crois, de mémoire. En rouge, ce sont les joueurs qui n'ont pas de contrat l'année prochaine. Goran Dragic, 19 millions échangés en cours de saison.
Je dis une bêtise, Goran Dragic, il signe en tant que free agent, non? Il avait été cut. Oui, il a été cut par les Raptors. Hein. Par Toronto, il a un buy-out avec voilà, Toronto. Un buy-out avec Toronto. C'est bien en le disant à haute voix, c'est bien ce qui me semble. Donc 7 free agents cet été, la Marcus Aldridge, dont on ne s'est pas servi pendant les playoffs. Bruce Brown Jr., qu'il faudra re-signer, absolument, on est d'accord. Claxton aussi, il faut lui redonner une chance. Dragic, Drummond à voir, Duke Jr. et donc Blake Griffin, qui est ressorti de son bras, de son bois, pardon. Donc ça donne quand même un effectif avec beaucoup de changements pour l'année prochaine. Mais en fait, le noyau dur, il est déjà existant. Il faut compter là-dessus. Parce que sinon, tu peux rien faire d'autre au vu des gros contrats qui existent. Quels ajustements tu fais, Arthur? Justement, tu nous parlais d'ajustements. Moi, je vois pas grand-chose à faire. La priorité, bien évidemment, c'est de re-signer Kyrie Irving, sûrement sur le max parce qu'il va opt-out. Ok, on lui donne le max ou pas? Alors, il sort de son contrat, parce qu'il va le faire, on est sûr. Il peut prétendre à un contrat sur 50, 248 millions de dollars. Moi, je lui donne le max. C'est Kyrie Irving, je lui donne le max, bien sûr. En fait, je pense qu'on peut débattre, dire oui, il le mérite pas, etc. Mais en fait, si tu as envie, il va pas. C'est une équipe qui est faite sur du court terme pour qu'il gagne dans les 2-3 prochaines années. Tu es obligé de l'avoir, tu n'auras pas beaucoup mieux, tu vas pas avoir beaucoup de fit. La réalité du terrain fait que tu es obligé de lui donner le max. Si tu lui donnes pas le max sur la durée et en oseille, c'est un gars qui va partir, il va pas être content. Surtout Kyrie Irving. Donc pour moi, il n'y a pas le choix. Tu as raison, Arthur. La réalité du terrain, c'est qu'il est parti de Cleveland pour dire je veux être un numéro 1, je veux gagner. Il a mis le bordel à Boston, il n'a pas gagné. Et rares sont les superstars qui échouent à Boston. J'en connais qu'un, c'est Kyrie Irving. Il arrive au Nets, il met un énorme bordel, ils se font sweeper. Après, il ne veut pas se faire vacciner, certes. C'est quand même un grand footeur de merde. C'est lui qui a fait sauter Kenny Atkinson et tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le talent, évidemment, que sur du court terme, avoir ce mec-là, il faut lui filer le max. J'ai quand même l'impression que c'est un bon bordel, que c'est un mec qui est quand même bien perché dans sa tête. Donc tu ne le re-signes pas au max. Et que son talent aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que son talent aujourd'hui suffise pour t'amener gagner un titre quand je vois la concurrence qui s'installe dans la ligue. Donc tu ne re-signes pas Kyrie Irving. Attends, c'est intéressant. Vas-y, va au bout. Non. Tu ne lui donnes pas le max. Non. Tu fais quoi alors? Il se barre. C'est ça, j'étudie. Alors, vu qu'en plus maintenant il est décisionnaire lui aussi, donc je parle avec lui. Est-ce qu'il a envie, peut-être, comme certains peuvent faire, on en parlait avec David. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu donnes le max, soit il se barre. Qu'est-ce que tu fais? En fait, le truc, c'est que pour moi, ils ont une fenêtre de 2 ans. Moi, ça me fait chier de lui donner le max. Oui, mais c'est pas moi aussi. Mais tu préfères que Kyrie Irving parte? Tu es Shane Marks. Tu as là 2 possibilités, soit 250, soit il part. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je me pose la question déjà. Au moins, je me la pose. Ça, c'est une certitude. Hein, j'y vais pas à pieds joints. Le truc, c'est que même avec ce genre de gars-là... Est-ce que Kyrie peut te faire gagner? Est-ce que le cap, qu'est-ce que tu fais avec le cap si tu re-signes pas Kyrie avec ce cap-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. T'as vu ce qu'ils ont? Ils ont rien. Ils peuvent rien faire. Ça va être compliqué. Tu ne trouveras pas une star de son niveau, bien qu'on puisse poser des doutes. Mais même, tu n'as pas l'argent. Je pense que c'est compliqué. Et puis surtout, la fenêtre est trop courte. Alors, pour aller dans le sens d'Erwan, ce dont je suis sûr, c'est Kyrie Irving. Aujourd'hui, je peux le comparer à Neymar. Neymar, quand il re-signe au PSG, alors autre sport, autre équipe, ainsi de suite, encore qu'on peut faire des parallèles évidents. Hein. Neymar, quand il re-signe, on était tous d'accord pour dire t'es obligé de le re-signer, il est dans l'effectif, au vu de son talent. On est 1 ou 2 ans plus tard, je crois que c'est que l'année dernière, je crois. Donc 1 an plus tard, on est tous d'accord pour dire que le Paris doit s'en séparer. Donc je fais un pas vers toi en disant. La grande crainte que je peux avoir pour les Nets, c'est de lui donner les 250 qu'ils vont lui donner, parce que j'ai aucun doute là-dessus, et que dans 1 ou 2 ans, eh bien on se dit, en fait, il est catastrophique ce contrat, on peut rien en faire, parce qu'il fout la merde, pas sur son niveau intrinsèque de basketteur, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais sur le fait qu'il ne s'entende pas, il n'est pas leader, et ainsi de suite. Ça, c'est la seule chose pour laquelle je pourrais entendre que Sean Marks ne lui donne pas le max. Si on va un peu plus loin, on en a parlé un petit peu en off, et vous n'étiez pas d'accord avec moi, et justement, ça m'intéresse de vous reposer cette question pour que tout le monde entende. Est-ce que finalement, avec cette gestion du cas Kyrie, où on n'est pas complètement d'accord, même si on se rejoint un peu, est-ce que finalement, ce n'est pas la philosophie, cette manière de penser simpliste, on file tout, quand je dis tout, c'est l'oseille, le pouvoir à 2 stars, qui font un petit peu ce qu'ils veulent, on se trompe, peu importe si on se trompe sur le supporting cast, parce que je reste persuadé qu'ils se sont trompés sur le supporting cast, est-ce que cette philosophie-là, elle peut vraiment les amener à gagner un jour ? Oui, moi, regarde, on a vu déjà ça dans d'autres franchises, avec LeBron, le premier exemple. Des fois, c'est insupportable, des fois, on en a marre. Mais voilà, ça a montré que ça peut gagner. Sur LeBron. Mais moi, LeBron, ses équipes, elles étaient reloues, il se faisait sortir, on faisait, tu vois,
mais LeBron, il se faisait pas démolir la gueule. Là, on est d'accord, mais c'est un autre sujet. Oui et non. C'est que tout le monde. KD n'est pas LeBron, quoi. Tout le monde n'est pas LeBron au final. Ah, mais ça, tout le monde. Tout le monde. Mais la question, c'est. Si LeBron qui a tout perdu cette saison, s'il y a bien un petit truc qu'il a gagné, c'est de voir KD se faire démonter en disant ah ouais, moi je me suis jamais fait démonter comme ça. Et moi, j'ai pas rejoint Steph Curry. Et au premier tour des playoffs. C'est clair, mais la question c'était est-ce qu'on peut tout donner sur un ou deux gars et gagner? Oui, je pense qu'on peut le faire. Après, là, c'est sûr que les deux zigotos là, ils sont particulièrement bizarres. Qu'on choisit Steve Nash parce qu'il est cool et qu'il est sympa, qui choisissent un peu de faire venir des mecs, et regarde, est-ce que moi typiquement cette équipe-là, ils ont une saison un petit peu plus tranquille, ils terminent sur un seed un petit peu différent. Kevin Durant, il revient il y a un mois, il était encore blessé, il revient, il a un bon niveau. Il y a des gars qui sont blessés. Ben Simmons qui est un défenseur exceptionnel, top 3 sur les postes extérieurs, il est pas là. Potentiellement, il peut défendre sur un tatou. Moi, en fait, pour moi, il y a trop d'éléments. Je me dis, tu changes un ou deux trucs, la saison se passe un petit peu mieux. Ça se trouve, j'en sais rien. Ça se trouve, il y a 4-2 pour les Nets et on n'en parle même plus. Et on se dit, comment est-ce que ça va se passer sur la demi-finale contre Giannis, en fait. Et pareil, l'année dernière, on tape, on dit oui, c'était pas du coaching et tout. Mais voilà, on peut ne pas aimer le sport d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a deux visions qui s'opposent, le collectif, un peu le talent. Eux, clairement, ils sont dans la deuxième catégorie. Mais moi, je pense que comme ça peut gagner. Ils auraient pu. Souviens-toi que quand ils signent Irving. On va aller là-dessus. Souviens-toi quand ils signent Kyrie Irving et Kevin Durant, à l'époque, dans cette équipe-là, il y a un coach qui s'appelle Kenny Atkinson, il y a un pivot qui s'appelle Jarrett Allen, il y a un mec qui était parfait pour être sixième homme qui s'appelle Caris LeVert. Bon, après, on n'était pas censé savoir qu'il allait avoir les problèmes qu'il a eu, même s'il est revenu. Il y avait un mec qui était Spencer Dinwiddie qui aurait été très dur à garder. Thomas, tu me dis, tu as raison. Mais je trouve que il y avait tout là pour. Tu rajoutais deux restats à un truc qui était bien en place avec un bon coach. Je trouve que depuis, je finis juste, je trouve que depuis, tous les choix qu'ils ont faits, ça n'a jamais été des choix de complémentarité sportive, ça a été des choix de bling-bling et de copinage. Et regarde, typiquement, là, tu vois, tu parles de cet effectif, mais par exemple, il y aurait eu le problème avec Jarrett Allen qui a signé 100 millions aux Cavs. Mais si tu n'as pas James Harden, il y a plein de choses. Si tu n'as pas Harden, c'est vrai. Mais je veux dire, il y a plein de choses, tu vois, qu'on n'aurait pas pu anticiper. Donc, aujourd'hui, tu n'aurais pas préféré garder Jarrett Allen que t'envoyer Harden? Mais si, c'est sûr. Non, mais regardez, je me remets dans le contexte à l'époque. Sean Marks est un des meilleurs dirigeants de la NBA, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils étaient dans la meilleure position pour être champions bientôt, au même titre que les Clippers. Et depuis 2019, ils font tous les gros coups. D'un côté, il y a Paul George, Kawhi. Ils sont toujours pas champions, peut-être dans de meilleures dispositions, mais toujours pas champions. Les Nets sont Kyrie, KD, dans les meilleures dispositions possibles. On les voyait peut-être une finale potentielle. Ils n'ont même pas touché une finale de conférence encore avec cet effectif. Et je pense que les Nets ont choisi, malheureusement, comme beaucoup d'autres, de se griser les ailes complètement en pétant les plombs sur James Harden. Tu as raison de dire qu'ils avaient tout. Kyrie, KD, tous les mecs qu'il y avait autour, tout le bon travail effectué avec des mecs qui se sont éclatés. T'as raison, tu les as tous cités, les gars. Tyrion Prince, les soldats. Ils avaient des gars comme ça. Je ne dis pas que c'est eux qui changent le paysage, mais ils avaient des soldats, c'était cohérent. Ils ont fait un vrai choix, et aujourd'hui on peut dire que c'est un énorme échec à l'instant T, c'est d'aller chercher James Harden, parce qu'ils ont lâché toute l'équipe. Parce que finalement, ils récupèrent qui pour James Harden, enfin pour tous les autres mecs? André Drummond, Steph Curry qui reste un très bon choix, et Ben Simmons qui ne joue pas. Donc pour l'instant, à l'instant T, c'est une catastrophe. Si Ben Simmons ça devient un joueur de basket, bon, je lui souhaite, parce que pour l'instant il en est loin visiblement. Je sais pas, pour l'instant il a un problème psychologique pour pas jouer au basket. Il sort des drôles d'infos sur le Zozo quand même. Que son dos en fait, il a mal parce que dans la tête il y est pas. Alors moi j'adore Ben Simmons, je l'ai souvent défendu. Là quand même ce qui sort c'est, j'espère vraiment le revoir. Sur jurisprudence Ben Simmons, un mec qui ne joue pas, à qui on retire le salaire, qui va derrière chez les tribunaux, qui se fait transférer, qui va dans une nouvelle franchise. Ses agents parlent pour lui pour dire qu'il ne peut pas jouer, alors qu'il a dit je joue au Game 4. Gros, frérot, joue là. En tout cas, on ne joue pas. Ne joue pas, mais en tout cas, il était très chaud pour le match 5. Bon, c'est dommage. Absolument. Donc, on est quand même dans une situation d'impasse, parce qu'il y a les résultats qui sont pris dans la gueule, mais il y a tellement de bonnes choses auxquelles tu peux réfléchir, à construire pour l'année prochaine, que je ne vais jamais faire une croix là-dessus. Très bien. On reste donc sur le talent. C'est ta conviction, Arthur. Tu penses qu'avec ce talent-là, le retour de Ben Simmons, on met tous les voyants verts. Et plus de sérénité. Je ne limite pas que du talent, mais il y a d'autres choses. Plus de sérénité et un peu de coaching aussi. Moi, quand je vois la concurrence des Nets dans la Udoka, Nick Nurse, tu vois, Spoelstra, Budenholzer, est-ce qu'à un moment donné, ce garçon-là qu'on voit en tableau, est-ce que ce garçon-là, à un moment donné, peut aussi se hisser et proposer tactiquement des choses, ou en tout cas se rapprocher un peu de ses
ses concurrents directs aussi sur le poste? Alors je pense que c'est une super question, le fait de s'intéresser un petit peu au coaching de Nash. C'est vrai que ça a été tellement bizarre, il y a eu tellement de changements qu'on n'a pas pu voir vraiment une vraie patte. Moi, où je l'attends, ce genre de coach-là, c'est un peu comme Jason Kidd, les anciens joueurs qui ont une certaine aura. C'est la manière de communiquer et de manager les choses plus que des choix tactiques, etc. Parce qu'en fait, on sait que c'est dépendant des stars. Malheureusement, comme je disais, on aime ou on n'aime pas. Je trouve que c'est comme ça. Moi, je lui laisserai une autre chance. Il y a le contre-exemple des Warriors quand même. C'est le seul contre-exemple. C'est le seul contre-exemple. Non, il y en a par où il est passé faire de l'observation. Non, mais il y en a peut-être d'autres, sûrement. Mais ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, après, les Warriors, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, c'est pas Kyrie Irving et c'est pas Kevin Durant. Même s'il a eu Kevin Durant, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose. Et moi, je pense qu'il fait partie de ces seuls gars qui peuvent un petit peu communiquer avec eux, parce que si c'est pour que tu lui mettes un coach, un technicien ou autre, et les deux autres ils vont péter un câble, ça va pas le faire. Ouais, j'en sais rien, tu vois. Ouais, si tu veux. Pas de ça. Non, oui, bien sûr. Mais et que ça ne passe pas. En fait, on va balle perdue de fou. C'est pas une balle perdue. C'est un vrai gars. C'est pas une balle perdue. Fred Sarr est un grand technicien qui a eu du mal à se faire comprendre par moment, justement parce qu'il était trop technicien. Alors, c'est pas du tout une balle perdue pour Fred Sarr. Non, c'est juste que c'était pas un débat pro là. C'est juste une petite parenthèse comme on aime bien faire. Bref, moi je pense que Steve Nash fait partie de cette catégorie de coach un petit peu qui peut communiquer, tu vois. L'exemple il est dégueulasse, mais même avec Tyronn Lue en 2015 et 2016, non, c'est un très bon exemple. Tu vois, c'est un petit peu ça. Ça passait plus avec le russe et américain, comment il s'appelle, David Blatt. Non mais le truc, le gros souci, israélien. Le du CSK. En fait, le truc c'est qu'on est très déçu du coaching. Quand je dis coaching, c'est du tacticien Steve Nash. On en espérait beaucoup plus. Le match 4 là, Kevin Durant arrive avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire il va montrer que je suis le meilleur joueur du monde, en tirant et en prenant toutes les possessions du début de match. Il est tellement fort qu'il est capable de le faire. Oui, le problème c'est qu'en face, tu as une armada et tu as une équipe qui continue à se bouger la balle. J'ai été très déçu du tacticien Steve Nash, sauf que je rejoins complètement Arthur. Les grandes restas, les tacticiens, ils font des fucks comme ça. Ils ont besoin, alors peut-être pas d'un pote, mais en tout cas de quelqu'un avec lequel ils s'entendent bien, qui respecte, et Kyrie Irving et Kevin Durant respectent Steve Nash. Tyronn Lue, pour moi, c'est le meilleur exemple aujourd'hui. On est en train de louer Tyronn Lue aux Clippers après l'avoir défoncé, parce qu'il a son vestiaire qui est derrière lui. S'il est la bonne idée, Steve Nash, s'il n'est pas capable de s'entourer de gars qui ont des idées et qui peuvent, ça se trouve, je pense en NBA quand même, qui peuvent dessiner des trucs en disant, les gars, acceptez ce projet, regardez les 4 matchs, on n'a rien proposé en attaque. Je pense qu'avec un tout petit peu plus de mouvement, des situations où Kyrie n'est pas forcément obligé de faire ou KD, on peut faire autre chose. S'ils acceptent ça, il y aurait une progression, mais immédiate, de cette équipe. Ouais, c'est clair. Mais donc c'est que Steve Nash qui est capable d'apporter ça. Vous avez raison, moi je bois vos paroles, hein. Mais pour l'instant il n'a pas fait. Ça fait 2 ans qu'il est en place. Mais c'est un échec. Ça fait 2 ans qu'il est en place, à part encourager tout le monde, taper dans les mains, il a rien. J'ai pas vu un choix tactique. Et quand tu as des blessés, quand tu joues, il en a eu des moments où Dieu, j'ai rien à perdre, je tente un choix, on tente des trappes sur un mec, on fait ci, on fait tactiquement. Il a pris des choix d'hommes. Drummond a été mis sur le banc, ils ont beaucoup compté sur Claxton, ils ont joué avec les 4 petits, il y a eu des choix. Griffin n'a pas beaucoup joué. Et finalement a joué. Ouais, finalement, c'est tactiquement que ça a été pauvre. Moi, c'est vraiment ça que je leur reproche. En défense, ils étaient dominés, ok, mais en attaque. Putain, le dernier match, là, faites-vous 2-3 passes. Mets-moi un petit système. Vas-y, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Quoi. Pas tuer des aides à l'opposé. Il s'est rien passé. À part LeBron, c'est un constat. À part LeBron, j'ai jamais vu quelqu'un gagner un titre sans être coaché. Tout à fait. Sans être coaché. Et Tyronn Lue, on a vu ce qu'il est devenu après, mais après, on lui a laissé la main, il a été coaché. LeBron a réussi à gagner en revenant de 3-1 avec un aura, un truc exceptionnel. Et je reste persuadé. D'ailleurs, il en paye les frais encore aujourd'hui de fonctionner comme ça avec les Lakers. Clairement. C'est un autre débat. Mais moi, je crois que le tout pour les joueurs, il faut être sympa, il faut qu'ils l'aiment bien, il faut qu'ils le respectent. À un moment donné, Jordan, Phil Jackson, ça n'a pas toujours été les meilleurs potes du monde, même si aujourd'hui, Karim, Magic Johnson se sont fait coacher, Larry Bird s'est fait coacher, LeBron, quand il fait le back-to-back, c'est la seule fois où il enchaîne de titres, il est coaché parce que derrière Ali, il dit « tu vas être coaché, c'est comme ça ». Est-ce qu'on n'est pas aussi à la fin un peu de cette ère la République des joueurs, de la République. Est-ce qu'on n'est pas quand je vois toutes les Warriors, les Suns, les Pelicans en ce moment. Milwaukee. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas rendre aussi à un moment donné le pouvoir aux coachs et chacun son métier? Mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Là, je pense qu'il y a un peu un consensus sur le fait que c'est bien qu'il soit fait éliminer de cette manière-là et sur un sweep, que ça soit la seule équipe qui soit fait sweeper au premier tour. C'est clair qu'on atteint les limites, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui vont continuer à travailler. Il y a tellement de talent aujourd'hui, il y a tellement des gars qui sont capables de pouvoir faire la différence que
tu vois, si demain Embiid il dit vas-y maintenant je fais ce que je veux, la franchise est là à moi, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire en fait? Et tant qu'il sera à ce niveau-là, quand des gens disent ça, pour moi, c'est des gens qui ne veulent pas gagner, c'est des gens qui veulent flatter leur ego, qui veulent faire du comme qui veulent être les rois du monde. Et pour moi, je reprends, je le dis dans l'édito, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar, Bird, Jordan, Kobe, à un moment donné, il a compris qu'aussi il fallait que Phil Jackson y revienne s'il voulait gagner. C'est des mecs, à un moment donné, leur obsession, c'était de gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, LeBron, on en a assez parlé cette année, KD et Kyrie, dans leur manière de penser, ce qu'ils veulent faire, c'est s'amuser ensemble dans leur franchise ou c'est aller gagner des titres, écrire l'histoire? Je sais pas, parce que KD, je trouve que ça transpire. a été coaché. Je trouve que oui, mais maintenant, je trouve que ça transpire beaucoup moins la dalle pour gagner un titre par rapport à leurs aînés que maintenant. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que leur objectif principal, c'est de gagner un titre. En revanche, à leur manière. Je reviens sur la République des joueurs parce que c'est un super sujet. Je n'oublie pas que ces mecs de cette génération, parce que finalement, de la nouvelle génération, pour l'instant, j'en vois pas trop qui prennent cette direction. Donc LeBron, Westbrook, même James Harden à son échelle, sont des mecs en fait qui se sont peut-être vus trop beaux, mais en fait qui parlent pour les superstars et pour les joueurs. On sait qu'il y a en coulisses une vraie lutte entre les propriétaires et les joueurs, et que le dernier lockout de 2011, c'était l'idée de rééquilibrer les forces, et que les joueurs ont besoin du syndicat avec Chris Paul et ainsi de suite. Moi, je crois que ça compte énormément dans la tête de ces gars-là. Leur déclaration, leur communication, qui n'a aucun sens parfois, c'est juste pour dire, mais les gars, en fait, c'est nous qui décidons. La NBA, c'est nous, ce sont les joueurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut, je pense, entendre. Maintenant, ça ne peut pas prendre le pas sur le sportif. Et ça, je te rejoins complètement. En train de le prendre. Et pour ces joueurs-là de cette génération, donc regarde, LeBron, en plus, ils sont les mêmes équipes, donc c'est fantastique. Hein. Kyrie, KD, LeBron, Westbrook, et James Harden qui était passé aussi. Et ils sont peut-être aussi à la limite de on doit être omnipotent, tout doit nous revenir. Tu as raison, il faut quand même laisser la place aux autres qui font du bon boulot. Chacun son métier. Chacun son métier, le fameux avec les coachs. Chacun son métier. En tout cas, ça va être passionnant à suivre cet été des Nets, parce qu'effectivement, moi, je reste persuadé que quand tu as Kyrie et Kevin Durant, c'est un duo qui peut te permettre de faire plein de choses. Maintenant, il faut mettre des gens autour, il faut des soldats qui croient au projet, il faut un coach qui a des idées, parce que la concurrence, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Et quelque part, cette fait sweeper, c'est mieux qu'ils se fassent sweeper plutôt qu'ils perdent cadeau en disant ouais, mais cette année, là, au moins, ils n'ont pas d'excuses. Il faut se mettre au boulot, quoi. Je peux te poser une question, Arwan. L'année prochaine, tu reprends du coup globalement la même équipe. Imaginons que juste une saison plus calme, moins de blessures. Alors bien évidemment, personne n'est à l'abri. Moins de drama aussi. Moins de drama. Ben Simmons qui revient. Est-ce que tu les vois comment à l'entrée de playoff? Ah mais moi, quand Ben Simmons se signe, je pense qu'il va jouer. Ouais. Et je les vois tout arracher. Pour moi, même s'ils ne sont pas si bien coachés que ça. Ouais. Pour moi, le fit Ben Simmons et l'arrivée de Drummond, il remplissait les deux cases les plus importantes. Un fort défenseur extérieur et un poste 5. C'est ce qu'on avait dit ici chez Winamax. Pour moi, avec ces deux mecs arrivés, Seth Curry qui était un bon joueur, qui va tourner autour, qui m'a des tirs, pour moi, ils remplissaient toutes les cases. Je me dis, s'ils veulent un peu se mettre à défendre, ils vont être injouables. Maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de points d'interrogation. On se doit, autour de Ben Simmons, d'avoir un énorme point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur un poste 5? J'espère qu'ils vont arrêter de croire en leur Nico Claxton, qui, à part te donner 10 minutes, non, mais là, on l'a vu en playoff, il n'a rien à faire sur un terrain de basket. Pour l'instant. Donc, mais il y a encore du travail. Il leur faut quand même un poste 5, il leur faut des mecs qui font les fondamentaux. Ce que fait Bruce Brown, il en faut 2 autres, 3 autres comme ça sur des postes clés. Poste 1, poste 5, au moins. Ouais. Donc, transférer Joe Harris pour aller chercher un grand. Pour moi, c'est la méga clé. Hein. Il n'a pas de manœuvre, de marge de manœuvre. Re-signer Kyrie, re-signer les petits mecs. Il faut un grand de bon niveau. Pas Drummond, il faut un grand de bon niveau. Quand les Nets, où il manque, et que tu te fais sweeper par les Celtics, où il manque Robert Williams, et que tu souffres autant à l'intérieur, il y a quand même quelque chose à faire. Il va falloir leur donner un peu d'air aussi à Durant et Irving, parce qu'on a vu que face aux Celtics, quand ils étaient défendus fort, qu'on donnait beaucoup d'aide, qu'on leur laissait pas d'espace, derrière, à part Bruce Brown, c'était compliqué de trouver des solutions. On verra ça en tout cas cet été, et on reparlera évidemment l'année prochaine des Nets, avec Tutur toujours dans ce fauteuil, parce que oui, on t'a signé pour 3 ans, on l'a vu avec ton agent. Combien? T'es un bon bâtard. 11 euros par contre. Ok. T'es un bon bâtard. Hein. T'es un bon bâtard. D'ailleurs, je te paye les séances parce que tu m'as fait maigrir. Je suis bon, on m'a dit que j'avais maigri. Et c'est grâce à toi, Tutur, il faut que je te fasse le virement honteux que je suis. Voilà, c'était un super débat, vous m'avez régalé. J'avais encore plein de trucs à dire, Erwan. C'est vrai? Ouais. Tu veux qu'on ajoute 5 minutes? Non, pas 5 minutes. Je pensais juste, tu sais, quand je disais qu'il n'y avait pas de nouveaux joueurs qui prenaient le flambeau, en fait, s'il y en a un peu, c'est Ben Simmons, qui est dans ce truc de lutte vis-à-vis des directions et tout, vis-à-vis de la franchise des Sixers.
et ce qui se passe en ce moment au Nets. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ouais, mais lui, j'ai l'impression. C'est un autre délire. Lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans un élan collectif, il est sur sa propre personne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est sorti, mais à un moment donné, il devait jouer avec l'équipe d'Australie. Quand il y a eu les 2 matchs, vous vous souvenez, avant les JO en Australie, d'ailleurs, il s'était fait battre Team USA. Il devait jouer. Dernier moment, mal au dos, il n'a pas pu jouer. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive que Benjamin nous fasse ce genre de phase. On m'embrasse, Benjamin, Benji, pour les intimes. Allez, on a fait le tour sur ce super débat. Vous nous dites évidemment dans les commentaires tout ce que vous pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que vous imaginez comme move. Est-ce que vous donnez le max à Kyrie Irving ou pas? On a l'impression qu'il va quand même falloir lui donner, mais il va falloir que le tonton, il se bouge un peu aussi les fesses. Allez, on va tout de suite dans la conférence Ouest où il fait un petit peu plus chaud, où il fait toujours bon vivre, sauf si on est les Lakers. Et on va sur le plus chaud. Les Warriors ont battu les Denver Nuggets 4-1. Et l'info, c'est que Steph Curry est de retour dans le 5, et de retour aussi à son meilleur niveau. On l'a vu, un match fantastique de Steph Curry pour clôturer cette série 4-1. Les Nuggets ont été encore une fois très dignes. Ils ont mené jusqu'à la fin du 3e quart-temps, et puis ensuite le talent, le rythme, l'adresse des Warriors ont fait la différence. Mais coup de chapeau à cette équipe des Nuggets qui, pour le coup aussi, ont eu beaucoup de blessés cette saison, et que l'année prochaine on retrouvera au complet. Et attention aux Nuggets au complet. Tu préfères que je parle des Nuggets ou des Warriors? Je veux que tu ailles sur les Warriors. Alors les Warriors, effectivement, l'information principale, c'est que Steph Curry n'était plus sous restriction des minutes, donc retour dans le 5 majeur. Donc la grande question qu'on se posait, d'ailleurs hier on se l'est posée, c'est qui va sortir du 5. Moi j'étais sûr que Jordan Poole allait sortir en tant que 6e homme dans ce match-là, ce qui est d'ailleurs un poste super. Non, c'est Kevin Looney qui est donc reparti sur le banc, Draymond Green sur un poste 5, donc jouer avec 4 arrière-ailiers, Steph Curry, Klay Thompson, Jordan Poole et Andrew Wiggins. Voici comment les Warriors ont décidé de débuter cette rencontre. Je ne suis pas convaincu pour la suite des playoffs. Moi non en tout plus. cas, ils sont partis là-dessus, mais ça montre surtout l'estime que Steve Kerr a pour Jordan Poole. Ouais, je pense que ce choix-là, il était vraiment pour ce match-up-là. Adapté à Denver, parce que Denver, il y a de la viande et il voulait peut-être faire sortir Jokic un petit peu le bouger. Je ne sais pas si on verra ça tout le temps. Effectivement, je m'attendais peut-être plus à une sortie de Jordan Poole. Et la bonne nouvelle, c'est que Stephen Curry, il a régalé. Je trouve qu'il porte un petit peu plus la balle et il est un petit peu plus à l'initiative sur ses créations de tir qu'on pouvait le voir ces dernières années. Mais voilà, franchement, ils sont forts, ils font kiffer et personnellement, c'est une grosse surprise. 19 sur 21, vous savez ce que c'est? Non. Arthur, c'est 19 séries remportées sur 21 depuis 2015 en play-off pour les Warriors. Les 2 qu'ils ont perdu, c'est en finale. Cleveland Pas mal, on aime, très Elle bien. est bonne celle-là de Tom Serravino. Ouais, super, il bravo, bosse Tom. le petit, hein. Ouais, bravo Tom. En plus de ses quiz. On finit avec cette série, avec notamment l'hommage aussi de Draymond Green à Jokic à la fin. Ils sont tirés une vraie bourre tous les deux. Et Draymond Green, je l'ai remercié pour m'avoir rendu meilleur. C'est un honneur et un plaisir de jouer contre quelqu'un avec autant de talent en général. Les gars aussi talentueux sont soft. Et lui est bien loin d'être soft. Donc voilà. Il termine Rudy Gobert, mais il encense Nikola Jokic. Voilà. Elle est incroyable. D'habitude, ces gars-là sont soft, c'est improbable ça. Bah oui, mais après, c'est un MVP le mec. Mais il a raison, Draymond Green aime bien avoir des déclarations. Après, je pense vraiment qu'il lui rend la vie dure, quoi. Jokic, c'est un joueur exceptionnel. Draymond Green, il a joué contre tous les meilleurs joueurs de la planète. Et Draymond Green rentre surtout dans la tête et dans la couenne des meilleurs joueurs de la planète. Et ben là, il passe sur un mec qui ne recule jamais. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Quand tu vois le roster autour, franchement, d'aller gagner un match contre les Warriors, il est exceptionnel, ce type. Il est exceptionnel. Donc j'ai surtout hâte que Michael Porter Jr. et Jamal Murray reviennent pour étoffer un peu l'effectif. Même hier, ce qu'il fait en fin de match, là, il rate juste 3 points à la fin, mais ce qu'il fait, c'est un truc de fou. Il reçoit la balle, il la descend au moment pour qu'on puisse lui taper, il remonte directement, il a une adresse folle. Franchement, c'est exceptionnel. Moi, j'avais des doutes un petit peu sur sa qualité à emmener les gars avec lui, à être un vrai leader, parce que l'année dernière, on se rappelle, il avait pété des câbles, il venait d'être MVP. Moi, franchement, je n'avais pas du tout compris, même cette année, il pète des câbles un petit peu bizarres. Là, franchement, cette série, elle m'a rassuré, et le meilleur est à venir pour cette team de Denver. Je te trouve dur parce que depuis 4 ans qu'ils sont retournés en playoff, c'est la première fois qu'ils sortent au premier tour. Non, je ne parle pas par rapport à ça, je te parle Jokic, sa capacité à mais il n'empêche que quand tu fais des demi-finales de conf et tout ça, il pètera toujours des câbles. Bon, franchement, moi je pense que ça changera jamais. C'est un MVP, mais non, t'as un autre truc, tu vois. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis plus dur, tu vois. Genre, je sais pas, KD, je le vois pas, tu perds, je sais pas, 2-1 ou 3-1, tu te manges une anti-sportive au milieu du 3e quart-temps, tu vois, c'est pas possible. Et c'est sur ça où tu vois, il m'a rassuré. Ça va lui arriver, ça, il aurait peut-être dû faire ça, hein, face KD, c'est clair. Il a vite accepté de se faire marcher dessus. Bref, on va pas faire un débat, Nikola Jokic. On en a déjà fait un sur Jokic, notamment, de cette année dans le First Show. C'était très intéressant. Allez le revoir si vous voulez. Les Warriors
Warriors qualifiés et ils attendent donc le gagnant de Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves. Il y a 3-2 pour les Grizz et c'est honnêtement une des séries les plus à suspense. On se régale, messieurs. Remets-moi le tank, là. Elle est stylée de fou. Oh la là série. là là là. Quel match extraordinaire on a vécu. Non, c'est clair. Match extraordinaire par le scénario, par la folie de ce match. Il n'y a rien qui ressemble plus à cette série que la March Madness, en fait. Dans la folie ambiante. Deux jeunes équipes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'émotions, ça parle, ça trash talk. On est Il y a loin. des défauts Il y a aussi, beaucoup de voilà, défauts, on manque de voilà. maîtrise, on tente des coups de jeunes à l'image de. De toute façon, c'est une série de jeunes et le dernier match, tu y perds sur une erreur de jeunesse parce que je reste persuadé que les Minnesota Timberwolves se mangent le match 5 Clairement. tout seul. Bien sûr. Tout seul. Bon, alors, il y a cette interception ratée d'Anthony Edwards. Je comprends pas ce qu'il fait, mais regardez les stats. 23 turnovers, deuxième plus gros total de leur histoire en playoff. Et ils ont mangé notamment, ils ont souffert au rebond offensif avec notamment un Brandon Clark de très haut niveau pour les Grizzlies. Je vais parler de Karl Anthony Towns parce que c'est peut-être l'un des darons de cette série, des deux côtés. Et je trouve que quand il est très fort sur le match 5, il met des énormes tirs à 3 points, c'est lui qui fait le break. Et il rentre dans ce délire de faire... On adore quand ça parle au public, mais Non, moi, ça me dérange pas. Mais gros, moi je trouve qu'il fait ça et derrière il s'oublie, il est plus au mastic, Oui, il d'accord. lâche des rebonds, Mais- mais gros, mais je... Non mais je suis d'accord avec toi. C'est mais un Ce que, je veux dire, daron. ce que je veux dire, c'est que tu vois, il fait ça. Moi, je préfère qu'il fasse ça alors que le match n'est pas fini, plutôt qu'il le fasse quand tu es à Mais plus il 20. fait- C'est trop il facile. fait- non mais t'as raison, mais derrière je trouve qu'il en oublie. Moi tu peux faire ça, mais n'oublie pas l'essentiel. Ouais, non, mais c'est clair. C'est le combat et derrière il oublie, on le voit plus, on le voit. Moi c'est ça qui me gêne. Moi, il y a un truc qui m'a gêné sur son match. Alors ça, franchement, honnêtement, j'avoue, t'as raison, je le comprends. Moi, ce qui me gêne, c'est que, tu vois, tu peux avoir des matchs où tu prends la moitié de tes tirs à 3 points. Ça peut arriver. Dans un bon Mais- jour, Dans donc. un bon jour. Ouais, mais là, oui. tu vois, j'ai regardé sa shotlist. La moitié de ses tirs, c'est à 3 points. Ouais, Normalement, ouais. c'est un 7-footer. C'est pas grave, tu peux prendre 7 tirs à 3 points, ça me dérange pas. Mais prends-en 14 ou 15 à l'intérieur. C'est pas possible. Et encore, tu vois, si c'est sur la transition. Donc je pense qu'il peut encore progresser sur ça. Il n'empêche qu'il fait quand même plutôt une bonne série, je pense. Comme tu dis, c'est des jeunes, donc il y a des matchs où il est là, ou des matchs où il est un peu moins bon. Mais Lui, il est il faut plus jeune, qu'il aille- lui, hein. Il y a 25, 26. Ah, il est drafté en 2015. Hein. Sa deuxième C'est série pas- de playoffs, bon, ouais, c'est pas. ouais, il est jeune Il est encore. pas hein. Ouais. c'est un jeune joueur. Il n'est pas fini. il est pas J'attends fini. quand même de lui que justement il amène Ouais, un peu mais- de bah, il est pas sérénité. du tout pour Qu'il l'instant. amène un peu de sérénité, ce qu'il fait pas du tout Ah quoi. oui, voilà. Non, non, Pas- mais, je demande mais même pas ce ça que je veux encore, dire, c'est que voilà, va mettre tes points, va te rassurer sur des lancers francs. Il peut le faire, c'est juste ça. Ouais, je te rejoins. N'hésite pas Tom à le remettre le dunk parce que vraiment j'aimerais bien le revoir parce que je l'aime beaucoup ce dunk. Et que c'était il y a que 2 jours. J'ai l'impression qu'il se passe tellement de trucs qu'on a oublié. Grave. Que c'est peut-être la meilleure action qu'on ait vue De l'année. De l'année clairement. C'est un match, c'est une série qui aurait dû voir Memphis être largement meilleur. L'écart est finalement très faible. Il faut un Ja Morant exceptionnel. Alors pour cette action extraordinaire, mais aussi pour ce buzzer beater incroyable. Il est le meilleur joueur de la série. Je pense que je ne prends pas de risque en disant ça, mais finalement, regarde les 3 autres en face. Ils sont capables d'être à son niveau un match sur 2. Donc j'ai envie de voir un match 7. Les deux autres en face. Towns Mais et dis-le. Edwards. Mais Gio, il a fait des matchs de ouf dans la série. Oh, il est irrégulier un peu. Et alors Oh. Il a fait des matchs de ouf, mais vous êtes malade. Non, il a quoi. fait- il a eu des mis des flashs, matchs à 30 il a points. eu des flashs, Non, il est, non, non, oh. il a fait gagner des Oh, matchs, non, non, mais vous êtes des ouf Il ou vient, quoi il vient en camionnette de la Il poste. a- Gros, c'est un Attends, vous fonctionnaire de savez ouf. que l'irrégularité d'un joueur, c'est d'être bon, de pas être bon. Mais s'il fait des bons matchs, faut pas dire qu'il est nul sur la série. Non, Il mais, est très bon sur la série. sur l'ensemble. Alors, ils ont gagné 2 matchs sur la série. Attendez, vous êtes des ouf. Écoute-moi, jeune entrepreneur à succès, tu vas te calmer. Le match ce soir, c'est Personne bien. n'a employé le mot nul sur D'Angelo Ça fait Russell. sans J'ai glace, dit qu'il c'est était nul. très irrégulier, beaucoup trop irrégulier. Oui, et quand ils tu ont me dit. dis Karl Anthony Towns est capable de faire un gros match et d'être au niveau de Ja Morant. Anthony Edwards, je pense que Russell n'est pas au niveau, n'est pas. Très bien, Voilà. ok, très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Très bien. En tout cas- ce soir, il met 35, ça Ah la ben voilà, voilà. Thomas Dufort, l'homme qui retombe tout le temps, c'est pas dis le chat, dis le chat. Miaou. Il a vu des 3-12 et tout, il a fait bon. ok. C'est vraiment une merde. Je te le dis, t'es une merde. J'avais oublié. Voilà. J'étais en fait dans mon play-in encore, entre les Clippers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette série est passionnante, même si parfois c'est un peu foufou et un peu brouillon. Mais Game 6 dans la nuit de vendredi à 3h, on sera Très bien. devant notre télé, évidemment. Appelle Anthony pour lui dire de plus jamais jouer à l'interception sur une dernière balle. Voilà. Come on, man. Come on, bro. En passant par le haut Parce que et moi, tout. je veux bien que tu sois jeune et tout. Vas-y, gros, ça fait 10 ans que tu joues au basket, Mais t'arrêtes tes au conneries. pire, Là. Qu'on reste devant lui. Donne-lui un tir, mais donne gros, pas. donne-lui un tir. Donne pas, regarde mon Oh, salaire. regarde. Ah. Même à la houppe, on fait pas ça, gros. Ouais, frère. Come on, Anthony. Come on. Come on, Anthony. Allez, on enchaîne avec Dallas, Utah. Et je sais même plus quoi dire pour le Jazz. Le Jazz, donc, qui était revenu à 2 partout. Le Jazz Au forceps, qui revenait un petit peu donc, dans le Texas à Dallas. Et le Jazz qui prend une doudoune de 30 points avec une stat, je ne sais pas si tu l'as vu passer, Arthur, un 3 sur 30 à
3 points. Non, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu passer. Pourtant, j'ai vu le résumé du match. En fait, ils sont trop irréguliers et en fait, ce qui saute aux yeux maintenant, c'est qu'il y a un problème en interne avec les gars. Il n'y a pas de confiance et il va falloir. Il gagne le dernier match. Il gagne le dernier match sur une relation, sur une passe alley-oop de Donovan Mitchell-Gobert. Mais il a pas fait exprès. Il a pas fait exprès, Donovan. Est-ce que tu as vu la... grave. La manière dont ils sont checkés à la fin. Non, mais en fait, tu vois, même ils gagnent les 2 matchs, quoi qu'il se passe, même s'ils vont un peu plus loin, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui est cassé dans cette équipe-là. Et on se dit toujours, c'est Utah, c'est une petite franchise, ils vont savoir passer. Non, là, c'est bon, il va falloir faire drama de grande franchise, de grand marché. Ouais, c'est ça, c'est un drama d'un grand marché. Tu vois, il y a ça à New York, je suis pas étonné. Là, c'est un peu plus étonnant. Est-ce que les Nets ne devraient pas tout faire pour récupérer Rudy Gobert? Entre autres, je leur conseille, contre Ben Simmons. Il va être content, Ben. Bref, en tout cas, le match 6, c'est cette nuit et Dallas. La série repart à Utah, mais Dallas, en cas de victoire, passerait en demi-finale de conf pour rejoindre le vainqueur des Suns et des Pelicans, parce qu'il n'y a toujours pas de vainqueur entre les Suns et les Pelicans. Phoenix a quand même repris le lead de la série avec 3-2, et notamment avec un Mikal Bridges de très très haut niveau, 33 points, 31 points pour Tonton, son meilleur score en playoff, et puis surtout une défense de feu aussi, lui aussi un grand two-way player. On aime quand les stars ne sont pas là. Il y a eu DeAndre Ayton qui a pris le relais. Là, c'est Mikal Bridges. Match 6 ce soir à 1h30, et ce qu'on aime bien dans cette série, c'est le petit duel entre Chris Paul et le petit Alvarado. Il lui casse les couilles, on peut le dire. Il lui casse clairement les couilles. Chris Paul, j'ai rarement vu Chris Paul se faire casser les couilles. Drew Holiday l'année dernière. Non mais c'est pas une god, on le sauce tout le temps. En gros, il est agacé de fou. Je le vois sur des actions. André Agassi. André Agassi, bien sûr, évidemment. Moumout, toujours. La première fois, là, quand il lui a dit calme-toi et tout, on a dit il connaît la chanson. À chaque match, il y a un 8 secondes. À chaque match, il y a une petite interception de coquin. Alors, c'est la NBA, tu te rends compte que c'est qu'une action sur 48 minutes. Ça ne vaut rien en soi. Mais c'est ça qui nous régale. Moi, je suis là, je les regarde. En plus, moi, les meneurs qui prennent tout terrain et qui sont chiants, ça me régale de ouf. Donc, du coup, Alvarado, il est très, 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 très relou. Et ça participe à la bonne phase des Pelicans, à la consistance de cette équipe, parce que leurs role-players sont capables d'avoir des rôles, d'avoir de l'impact. Alvarado, c'est le meilleur exemple pour ça. Et surtout, je te disais, moi, je trouve que chaque fois qu'il y a eu des monétaires dans cette série, il laissait Chris Paul, dans les 5 dernières minutes, être dans son confort, faire ce qu'il sait faire à la perfection, toute sa vie, jouer les pick and roll, on switch, on amène le grand, mi-distance, passe. Là, je trouve que dans le match 4, ils l'ont agressé, ils l'ont sorti de son confort, ils lui ont cassé les couilles, à l'image d'Alvarado, mais pas que. Il y a aussi un énorme, notre gars, Beber Jones. Ils ont fait l'effort chaque fois de passer au-dessus, aider, reprendre, on a arrêté de changer systématiquement. Et dans le match 4, ça a fait une vraie diff de sortir un peu Chris Paul de son confort. Donc bravo à notre ami Willie Green pour son adaptation. Le match 5, il est passé côté Suns, mais ce soir, Game 6 ce soir, 1h30, les Pelicans. Arthur, tu les vois s'offrir, pourquoi pas, un match 7 à Dallas quand on voit ses stats. Phoenix. À Phoenix. À voir. Tu sais, ils ont déjà. Est-ce qu'il revient notre ami c'est possible. Possibilité. Possible. Ok. Moi, je serais Phoenix. J'attendrais peut-être le match 7 probable. En fait, ils ont rien à perdre. Ils jouent, ils sont libérés. Ils ont fait les play-in. Ils sont là. Ils ont fait kiffer. Ils ont largement réussi leur saison, dépassé toutes les attentes. Ils ont intégré CJ McCollum. Franchement, un match, on sait jamais. On sait jamais. Moi, j'aimerais bien avoir un match 7. Moi aussi, un match 7, ça me ferait plaisir. Je pense quand même que Phoenix va aller gagner là-bas. Ils ont intérêt quand même pour ensuite raplanir tout ça, prendre un peu de temps pour la suite. Exactement. En tout cas, nous, on ne sait pas si on aura un match 7, mais chaque fois qu'il y a un quiz, c'est comme un match 7 et c'est tout de suite le quiz. J'espère qu'il y a un Kelfac parce que Axel m'a volé. Oh non Axel, le voleur, carrément. J'ai volé contre Axel. D'ailleurs, je lui dois un suite. Et j'espère qu'il y aura un Kelfac pour me venger sur Tutur et Thomas. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Et c'est le gros échauffement avant le grand quiz un jour sur les Kelfac. Arthur, tu sais que quand tu viens, j'en fais toujours un petit spécialement pour toi. La dernière fois, tu avais brillé en plus. C'est toi qui avais gagné. Exactement. T'es bouillant ? Je suis bouillant. Non, je te sens un peu stressé, c'est bizarre. Un peu palo. Allez, on fait Marie un petit... Palo bien sûr, Marie, qu'on embrasse, Palo, évidemment. On fait un petit Kelfac et un petit qui suis-je, comme ça va vite. Allez, vas-y. Allez, vous êtes prêts ? Oui. Premier joueur, Michael Bridges. Villanova, c'est parti. Je prends toujours le premier. Je sais pas si Mikal Bridges. Oui. C'était sur Miles Bridges. Non. Dejounte Murray. Murray State. Murray State. Non. Washington. Bravo. Bref. Allez, Arthur, allez. C'est bon. Mo Williams. Ohio State. Non. Mo Williams. Je l'ai vu. Je le sais, ça, putain. Il y a beaucoup de Texas. Non. Arkansas. Alabama. Oh ouais. Le Rouquin Kevin Werther.
Maryland, putain, c'est ça. Bien joué 2-1. Monty Williams. Monty Ouais. Le coach? Le coach, bien sûr. UNC? Aucune idée. Non, un peu français. Fresno State? Notre-Dame. Notre-Dame, bravo. T'as pas honte? Notre Dame. Danny Green. North Carolina. UNC. Quoi? Alors, faut dire North Carolina. Bah, UNC, les deux, ça passe. Bref. Ah, je suis désolé, ouais, il y a De toute l'égalité. façon, sinon il a pleuré encore. DeAndre Jordan. Texas. AM. Texas AM. Non, Texas. Texas AM. DeAndre Texas Jordan, AM. c'est Texas AM. Allez hop, c'est bon point pour moi. DeAndre Jordan, c'est Texas AM. C'est sûr et certain. Je regarde tout de suite, Comme attends. Caruso. DeAndre C'est ça, Jordan. en plus, t'as raison. Ah oui, Je crois que c'est aussi Texas A&M. Oui, c'est Texas AM. Erwan, j'ai le malheur de dire que sa fac, c'est Texas. C'est Texas, Yes. merci. Ah, DeAndre Jordan? Ouais. Bah gros, les Mais Aegis de Texas. Moi, Ouais, c'est pas- ça, AG, c'est Texas. Ah ouais. J'étais persuadé. Allez. On a perdu Moi, une minute pour la moi, conclusion. pour, Bah là, pour, ça fait vite, hein. pour le gros boulard. Aaron Gordon. Arizona. C'était pas vrai. Putain. Allez, il en reste 7. Ah ouais. Kay Kuzma. Utah. 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 4 ans, on sait en plus. Stéphane Marbury. Wake Forest. C'est Non, Marbury. c'est Georgia Tech. Georgia Tech, bravo. Drew Gooden. Ah, je l'ai. Kansas. Merci d'avoir compté. T'as Tom. combien? T'as combien? Cinq. Ça moi j'ai 3 moi. T'as combien? Non, t'as 5. Ah bah autant que non, moi, je... j'ai un, moi, j'ai Il un. a fait le break, comment? Si. Lou Dort. Lorenz Dort. Je sais pas. Je l'ai, Arizona State. Oui, bravo. Putain, je sais pas. Tyronn Lou. Nebraska. Arrêtez-le. Il a eu la liste avant, Trop quoi. chaud. Oh ma gueule. Il est trop chaud. Allez, un peu dur. Fred Van Vliet. Wichita State. Juste tapé. On l'avait celui-là. Bon, bah bravo, Erwan. Tu as ce qu'on appelle rouler sur la Non, mais attends, mais moi concurrence. c'est chaud. En fait, moi chaque fois que j'en fais, je perds 10 ans de vie. Hein. Calmez-vous. Allez, on enchaîne avec le qui suis-je. Allez, vas-y, parce que c'est tout ce qui compte. Hein. Allez, oui, c'est ça. Ah non, moi je m'en branle maintenant. Je suis né, messieurs, le 21 août 1987. J'ai donc 34 ans, mais je ne joue plus en NBA. Par contre, je joue encore du côté de la G-League. Ah. Pourtant, mon parcours était prometteur. Je passe par une belle fac de 2006 à 2009. Je serai même le meilleur marqueur de l'équipe lors de la saison 2008-2009, avec 23,8 points, à plus de 45% au shoot et 40% à 3 points. Je me présente à la draft 2009, en même temps que Blake Griffin. Mais moi, mon nom ne sortira pas au premier tour, mais au deuxième. Jérémy Lin. Non, lors du 41e pick. Ce sont les Bucks qui me récupèrent sans trop d'espérance. Faut dire que mon profil ne sort pas tellement du lot, 1m93, capable de slasher, mais aussi de punir à 3 points. Je suis surtout un joueur capable de gros coups de chaud, mais ça, je le montrerai un peu plus tard. Crawford, Jordan. Non. Je ne convainc pas les Bucks de me garder et je suis tradé à la moitié de saison du côté des Sixers en 2010. Là-bas, je gagnerai rapidement ma place dans le 5. Eux. En 2010-2011, je serai 64 fois titulaire les pour années 10 points de Qatar. moyenne, aux côtés de Iguodala, Eldon Brand. On se qualifie pour les playoffs, mais on se fera sortir au premier tour contre le Heat. L'année suivante, rebelote, je suis dans le 5 et on passe un tour en playoff avant de tomber en 7 matchs face aux Celtics. Par la suite, je partirai, et là, il y a moyen que mon nom fuse, du côté des Lakers. Il n'est pas parti du coup. J'y resterai 2 saisons, de 2012 à 2014, avec notamment une perf qui a pu vous marquer. Le 9 mars 2014, on joue le Thunder et je plante 42 points. Mon record en Ah carrière. putain, je crois que je. Titulaire, puisque Kobe se blesse. Je profite pour me Mais montrer oui, je l'ai, putain. à la grande ligue. Il veut. Ah, le petit T'inquiète, Bon, ok. 15 points de moyenne à Je vais pas vous dire 40% si à vous 3 êtes- points. Mais oui. Je suis bien dans ma saison, les Lakers moins, Petit puisqu'on chaud, n'accroche même pas les putain, playoffs. vraiment. Ah, Jody Mix. Jody Mix, bravo. Mais ouais, non, mais il peut pas Quel pack, sortir. quel pack Ah, je l'ai pas. Kentucky, non? Kentucky, ouais. Il est Ah avec oui, Pat mais Patterson. Arthur, il n'a pas compris le jeu. Hein. Bah oui, petit chevron. Ah oui, ouais. effectivement, oui, Jody Il est Mix. là, il veut pas sortir. Je te le donne, moi. C'était Ah, tout c'est pour bon. Erwan, eh oui, tout pour Pas Erwan. fait, ouais. mais t'as toujours été un Bah passeur. oui, passe à terre, il a pas le droit, on connaît. Et vous frère. savez qu'il est champion avec les Raptors? Oui, tout à fait. Ah ouais Oui, il était sur le banc. Incroyable. Oui, oui, si, Et si, voilà. si. Oui. Jody Mix. Sa Bon, dernière très bien. apparition. Bravo. Bon, Jody c'était- Mix. messieurs, c'était une super Ouais, émission. bravo. Mais merci l'NBA, merci aux playoffs qui nous regardent et merci à vous de nous regarder. On se retrouve lundi pour la libre antenne. On aura encore plein de choses à raconter. On ne sait pas qui sera l'invité, mais bon, on va Non. tout retrouver. Tout ça. On essaye d'avoir Adam Silver. Bon, on va voir s'il est dispo, quoi. Très bien, je vais le croiser chez le coiffeur, sûrement, je lui en toucherai deux mots. Lundi, libre antenne. Et surtout demain, on l'a pas dit, mais demain, 13h sur Brut, live, on se retrouve pour parler aussi playoff. tu m'envoies les codes, Thomas. d'ailleurs, Erwan, Je vais hein. t'envoyer les codes. Allez, ciao l'équipe, merci Apollo, merci Salut. à Jérémy, merci à tout le monde en régie, ciao Merci à l'équipe. JB, bien sûr. Merci la vie, merci les gens, mais pas merci les Nets. Bravo, les gars. Superbe émission.